Bonsoir à tous, bienvenue dans Les Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Vous êtes chaque semaine toujours plus nombreux, donc un grand merci, je le dis encore à chaque fois. Vous savez qu'on apprécie particulièrement que vous nous mettiez des pouces levés et surtout que vous vous abonniez. Alors, comme chaque semaine, eh bien, je reçois une personnalité incorrectible. Alors, cette semaine, il est candidat à la présidentielle 2022. Il était déjà à la précédente et on va avoir l'occasion, pendant un long entretien, eh bien, d'essayer de mieux le connaître. Je suis ravi d'accueillir le président de l'Union populaire républicaine, l'UPR, François Asselineau. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter. Merci à vous, puisque c'est une nouvelle fois une occasion de se réunir et de discuter ensemble, puisqu'on s'était déjà rencontrés dans une autre vie médiatique antérieure. Alors avant de vous entendre sur l'actualité récente de la présidentielle qui aura lieu dans quelques semaines, maintenant ça approche à grands pas, je souhaiterais que nous revenions un peu sur vous, sur votre parcours, sur ce que vous êtes. En effet, dans les émissions auxquelles vous participez, vous avez rarement, je crois, l'occasion, contrairement à certains candidats qui ont droit à plus d'antennes, eh bien, vous avez rarement l'occasion d'être présenté autrement qu'à travers l'image du souverainiste anti-européen, pour résumer le portrait que dressent de vous la plupart des médias dits mainstream. Alors ici, comme nous avons du temps, je vous propose d'essayer, pour ceux qui nous regardent, d'en apprendre un peu plus donc sur vous, et je vous propose que pour une fois, nous parlions d'autre chose que de l'Europe. François Asselineau, vous êtes donc né, si je ne me trompe, en 1957 à Paris. Vous avez 64 ans, donc. On en sait un peu sur vous, mais pas tellement sur votre origine sociale. Alors, si ça n'est pas trop indiscret, je me permets donc de vous demander d'entrée. D'où venez-vous? Je veux dire par là, quel est votre milieu social d'origine et comment cela vous a-t-il influencé avec le recul des années? Comment ces origines sociales ont-elles influencé votre parcours, votre vie? Alors, d'abord, si vous me le permettez, je voudrais faire une petite incidente. C'est que je pense que c'est très utile ce que vous faites là, en posant ce genre de choses. Parce que c'est quoi l'élection présidentielle, en fait? L'élection présidentielle, c'est d'élire quelqu'un qui va avoir la charge de diriger la France pendant 5 ans. Et compte tenu de la Constitution de la Ve République, c'est une charge écrasante. Et donc, malheureusement, on peut le regretter d'ailleurs, je le regrette, et si je suis élu, je remédierai à ça, mais la plupart des contre-pouvoirs en France ont disjoncté. On le voit avec maintenant une Assemblée nationale qui est constituée de béni-oui-oui, si on peut dire. Et en fait, le pouvoir essentiel maintenant est dans une seule personne. Et les choses sont ainsi faites que les Français, lorsqu'on les interroge pour l'élection présidentielle, on leur demande de choisir un petit peu à la va-vite quelqu'un qui va ensuite diriger la nation pendant 5 ans, et malheureusement, sans qu'il y ait un contre-pouvoir ou une élection intermédiaire, c'est notamment dû à l'adoption du quinquennat et à la conjonction des élections législatives et présidentielles, on a l'impression que pendant 5 ans, les Français ne vont plus pouvoir rien faire d'autre que de subir ce que devrait décider ce monsieur ou cette dame, dont finalement on ne connaît pas grand-chose. On l'a vu avec Macron, par exemple. Les Français ont découvert avec le temps une personnalité beaucoup plus compliquée que ce qu'ils avaient imaginé. Et je pense que le président de la République actuelle est désormais rejeté par une partie tout à fait considérable de la population avec une violence extraordinaire d'un point de vue psychologique. C'est pour ça que je pense qu'en effet, ça devrait être de salubrité publique qu'il y ait une émission qui dure, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure, et où on demande aux gens de dire un petit peu qui ils sont. Donc pour ça, je trouve que c'est bien. Pour répondre à votre question maintenant directement, je suis né dans un milieu favorisé, pas très favorisé, mais plutôt favorisé. Mon père était cadre supérieur à EDF, GDF. Ma mère était mère au foyer, comme c'était le cas souvent dans les années 50, la fin des années 50. Et mon père était ingénieur. Il avait réussi le concours des grandes écoles scientifiques. Il avait raté l'école polytechnique à quelques points, mais il avait eu l'école centrale de Paris. Et moi, j'ai été élevé dans l'idée qu'il fallait bien travailler pour réussir. Et pourquoi ça? Parce que mon père avait été fils unique, ses parents étaient... Donc mes grands-parents étaient des employés, enfin mon grand-père était un employé, ma grand-mère paternelle était femme au foyer. C'était des gens assez modestes en fait, qui venaient de la province. Voilà, ils étaient montés à Paris, comme on disait,
dans les années 1915-1920. Ils s'étaient rencontrés là-bas. Du côté de ma mère, c'était pareil. C'était également des gens qui étaient montés à Paris. De telle sorte d'ailleurs que mes 4 grands-parents, c'est assez amusant, je ne suis pas un cas unique, mais c'est un cas qu'on trouve assez fréquemment, viennent un peu des 4 coins de la France. Mon nom de famille, Asselineau, vient du centre de la France. On le trouve dans le Loiret, dans la Nièvre. C'était donc de là que venait mon grand-père paternel, dans un petit village qui s'appelait Saint-Denis-de-l'Hôtel, face à Jargeau qui a été libéré par Jeanne d'Arc. Donc quand j'étais petit, on m'expliquait que Jeanne d'Arc avait libéré Jargeau avant de libérer Orléans, vous savez, dans toute la geste de Jeanne d'Arc. Sa femme venait de la Haute-Saône, et du côté maternel, mes grands-parents venaient du Tarn d'un côté et des Côtes d'Armor de l'autre. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est une famille française venant avec ce grand exode rural qu'il y a eu à la fin du 19e, début 20e siècle, de ces campagnes qui se dépeuplaient avec des gens qui montaient à Paris. Et mes grands-parents exerçaient des fonction d'employés modestes. Et puis, si je remontant encore au-dessus, du côté paternel, c'était des paysans sans terre qui étaient assez pauvres. Et si je remonte encore plus haut, mon père avait fait une généalogie et il avait découvert que je crois que c'était le 20 ou le 21 avril 1789, il y a un certain François Asselineau, dont je pense être le descendant direct, qui a signé les cahiers de doléances du village de Saint-Denis-de-l'Hôtel. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on lisait dans ce cahier de doléances, comme on lisait dans tous les cahiers de doléances à travers toute la France? Eh bien, ce que voulait le peuple français à l'époque, c'était que tout le monde paye les impôts. Alors, vous savez que depuis Charles VII, il y avait l'exemption qui avait été faite par le roi pour les aristocrates et pour le haut clergé, c'est-à-dire les personnes les plus riches du royaume ne payaient pas l'impôt. Notez que c'est un peu revenu dans cette direction, hein, avec maintenant l'évasion fiscale qui est organisée pour les plus grandes fortunes. Et puis, il voulait aussi avoir le droit de chasse, qui était réservé aux aristocrates. Et quand il y avait des disettes, même presque de la famille, en tout cas des disettes, comme il a pu y en avoir en 1787-1788, les paysans voyaient qu'il y avait un château, le château de Chenaille, je me rappelle, derrière des hauts murs, et donc les paysans qui mouraient un petit peu de faim, en tout cas qui n'avaient pas grand-chose à manger, voyaient qu'il y avait des perdreaux, des faisans, et puis et eux c'était interdit, sinon il y avait ils étaient des braconniers, il y avait le garde champêtre qui pouvait arriver. Donc voilà, une famille française qui a été bercée, ça a formé vraiment ma personnalité, dans l'idée que, en fait, mes parents étaient convaincus et mes grands-parents, par ce qu'on a appelé l'esprit de la Troisième République, les hussards noirs. On m'a toujours dit que si je travaillais bien à l'école, eh bien, je réussirais. Voilà. Et c'est là-dessus que j'ai été, et ma famille en était l'illustration exacte. Et comme d'ailleurs, c'était le cas, vous savez, c'est Pompidou qui a eu ce genre de parcours. Son grand-père était paysan, son père était instituteur et lui était devenu président de la République. C'était la noblesse de la Troisième République. Et qu'est-ce que vous avez gardé aujourd'hui de votre enfance, de votre éducation, justement, dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la vie politique? Alors, dans la conception je crois, de l'univers que j'ai, je n'ai pas de blocages mentaux. C'est-à-dire que je pense que tout le monde peut arriver à quelque chose. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient l'esprit ouvert, qui nous ont fait... J'ai eu un grand frère et une petite sœur. Mon père est décédé, ma mère est encore vivante. Donc nous avions la chance de pouvoir... mon père nous avait beaucoup fait circuler en Europe. Donc je suis allé un peu dans tous les pays autour de la France, soit en vacances, soit dans des familles pour apprendre. Par exemple, je suis allé à Regensburg, en Bavière, pour apprendre à parler un petit peu l'allemand. Je suis allé à Londres, dans la banlieue de Londres, et à Cheltenham, dans les Cotswolds, pour parler l'anglais. Et puis une ouverture sur le monde. Donc je dois à mes parents cette ouverture sur le monde. Je leur dois aussi cette idée qu'il faut travailler pour réussir, que tous les gens, quelle que soit leur origine sociale, méritent... l'idée du mérite républicain, c'est vraiment quelque chose qui m'a formé. C'est d'ailleurs une des raisons aussi pour lesquelles,
quand j'ai constaté que ça n'était plus tout à fait vrai, une des raisons pour lesquelles je me suis engagé politiquement, mais ça c'est une autre histoire. Alors, vous avez évidemment, après cette enfance, fait de brillantes, même très brillantes études, hein, puisque vous avez été reçu à HEC, pour les gens qui nous écoutent, la meilleure école de commerce de France, puis à l'ENA en 1983, si je ne me trompe. Vous êtes d'ailleurs sorti second de la promotion Léonard de Vinci, on y reviendra un peu plus tard. Et alors, je vais vous provoquer un petit peu, François Asselineau, mais quelque part, vous êtes un petit peu issu du moule, quoi. Oui, on pourrait vu de l'extérieur, on pourrait dire c'est quelqu'un issu de tout à fait du moule, bien sûr. Ce fameux moule des grandes écoles, souvent dénoncé par les candidats anti-système. C'est vrai, je suis d'accord, mais je suis aussi l'illustration. Vous savez, comme on dit, les Anglais sont pas toutes rousses. Vous connaissez je suis la preuve que quelqu'un, un ancien élève de l'ENA, peut tenir des discours et des analyses qui sont l'antithèse exacte de quelqu'un comme Macron, qui est sorti de l'ENA dans le même corps que moi, à l'Inspection générale des finances. Et je pense qu'il n'y a pas plus antithétique en termes d'analyse politique, de propositions pour la France que moi. Je ne suis pas tout à fait d'accord, je l'ai souvent dit, contre cette chasse aux énarques. Parce que, d'abord, ce que les Français appellent les énarques, c'est pas forcément les énarques. Je fais souvent remarquer que parmi nos gouvernants, oui, il y a des énarques. Mais il y a aussi beaucoup de ministres ou de présidents qui ne sont pas énarques. Mitterrand n'était pas énarque. Sarkozy n'était pas énarque. Parmi les ministres connus, monsieur Manuel Valls, monsieur Raffarin, ne sont pas des énarques. C'est-à-dire des gens qui ont eu un poids très important dans l'appareil d'État. Et par ailleurs, parmi les énarques, il y en a beaucoup qui sont totalement inconnus. Il doit y avoir 5000 anciens élèves de l'ENA. Les Français en connaissent 80. Enfin, à l'inverse, il y en a eu beaucoup qui ont eu un rôle très important dans l'appareil d'État. Oui, mais ce que je pense, c'est que, en fait, ce que les Français reprochent, c'est pas spécialement l'énarque, c'est les élites françaises. C'est plutôt ça. Et les élites françaises, alors moi j'ai mon analyse là-dessus. Donc vous en êtes issu, vous le reconnaissez. Oui, mais tout à fait. Je vais pas dire le contraire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il n'y avait pas de procès contre l'énarchie, ou peu de procès contre l'énarchie, dans les années 60. Pourtant, l'ENA a été créée en 1946. Bon, sous De Gaulle, qui constituait souvent d'ailleurs des gouvernements de techniciens, il n'y avait pas de procès contre les énarques. Pourquoi ça? Et pourquoi maintenant c'est devenu ça? C'est que je pense que ce que fustigent en fait les Français, c'est qu'ils ont le sentiment que les techniciens, les hauts fonctionnaires ont pris le pouvoir à la place des politiques et qu'ils appliquent toujours une même politique, quels que soient les votes qu'ils font. Et je pense que c'est ça, l'erreur de raisonnement. Je pense que l'erreur de raisonnement, elle vient du fait qu'un énarque, c'est comme un militaire, il fait ce qu'on lui demande de faire. Sauf que ce qu'il lui demande de faire, sous De Gaulle, c'était De Gaulle qui décidait. C'était De Gaulle qui avait nommé, par exemple, à la tête d'EDF, un homme absolument remarquable qui d'ailleurs vit toujours, je crois qu'il est centenaire maintenant, qui est Marcel Boiteux, qui n'était pas énarque d'ailleurs, mais qui était un économiste hors pair. Marcel Boiteux a fait d'EDF le plus grand électricien mondial. C'est un génie. Non, mais ça, je dis pas qu'on peut pas faire de belles choses en ayant fait... Attendez, laissez-moi terminer. C'est que maintenant, vous avez à la tête d'EDF quelqu'un que je connais, qui est Jean-Bernard Lévy, qui a été directeur du cabinet d'un ministre au cabinet duquel j'étais. Jean-Bernard Lévy, qui est un brillant esprit, qui n'est pas énarque, qui est polytechnicien. Il n'a plus les marges de manœuvre qu'avait M. Boiteux. Il ne peut plus décider. Il est obligé d'appliquer des directives venues de là où est le vrai pouvoir, c'est-à-dire de la Commission européenne. Le projet Hercule à EDF, le projet de démantèlement d'EDF, le projet délirant actuellement qui est qu'EDF doit acheter sur les marchés de l'électricité au prix fort pour les revendre. Il va s'endetter de 8 milliards d'euros pour les revendre à des concurrents pour que ceux-ci les vendent à prix bradé aux Français pour montrer qu'il faut qu'il y ait de la concurrence. Enfin, c'est un truc, c'est incroyable. C'est un schéma délirant. Ça n'est pas un schéma énarque. C'est un schéma qui vient de la Commission européenne. Et quand les Français votent à droite ou votent à gauche, vous retrouvez ici effectivement mes analyses habituelles, mais je n'en déborderai pas parce que c'est la vérité. Quand les Français se plaignent en fait qu'ils votent à droite, qu'ils votent à gauche, et que ça c'est de la faute des énarques, non, je leur dis, ça n'est pas de la faute des énarques, c'est de la faute du fait que les instances qui prennent les décisions ne sont plus en France, elles sont situées à l'extérieur, elles sont situées à Bruxelles pour la Commission européenne, à Luxembourg pour la Cour de justice de l'Union européenne, à Francfort pour la Banque centrale européenne
et à Washington pour l'OTAN. Et c'est-à-dire que tous les grands choix en matière de politique agricole, industrielle, de matière de défense, en matière de relations internationales, etc., en matière d'énergie, dépendent en fait d'entités qui échappent maintenant au pouvoir des Français par les élections. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, et bien sûr, je vous dis encore une fois que je ne remets pas du tout en cause la compétence des énarques, ce que j'aimerais juste savoir par rapport à votre discours et à votre profil, avant de vous interroger, bien sûr, sur ce système, pourquoi ce choix, vous l'avez fait, vous, de passer par les grandes écoles, et pourquoi vous êtes orienté vers HEC, qui mène habituellement vers des hauts postes de cadre dans le secteur privé? Pourquoi être passé d'HEC à l'ENA, qui est d'une certaine manière donc à l'opposé, le temple du service public, quoi. C'est pas tellement évident à comprendre, quoi. Il y a d'autres exemples, qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, pas forcément à les mettre en avant, mais on a d'autres exemples de gens qui ont fait HEC et l'ENA. Je crois que c'est le cas de François Hollande, notamment. Je me demande même également si ça n'est pas le cas de Valérie Pécresse. Je ne suis pas sûr. Pourquoi moi? C'est tout simple. C'est parce que, comme vous l'avez dit, j'étais un bon élève, j'étais un très bon élève, je collectionnais les prix du temps où ça existait encore. Je pense d'ailleurs que c'est très mal d'avoir supprimé les prix. Et dans mon programme, j'ai prévu qu'on réinstaure les prix d'excellence, prix d'honneur, les prix dans différentes matières, parce que les enfants, c'est comme... Vous parlez couramment le japonais, je crois, j'ai vu ça. Pas couramment, mais j'ai appris à parler de japonais quand j'ai fait mon service national en tant que coopérant au Japon. Donc c'est vrai que j'étais très bon élève. Et quand on est très bon élève, on va dans le service des systèmes des grandes écoles. Comme je ne savais pas très bien où aller, finalement, j'avais pris HEC parce que c'était quelque chose qui me correspondait assez bien, parce que je n'étais pas un mathématicien hors pair. J'ai eu une bonne note au bac en maths et en physique, mais j'étais pas celui qui avait 20 sur 20 en maths et en physique, mais j'avais de très bonnes notes en français, en philo, en maths, etc. Donc c'était un savoir plus également réparti. Et puis je me disais, faire une école de commerce, ça permettait d'avoir accès finalement encore à beaucoup de choses. Et pourquoi ensuite j'ai fait l'ENA? Pour une raison tout à fait simple, c'est qu'à l'époque les garçons devaient faire leur service national. À l'époque, d'ailleurs, c'était à la fin des années 70, il y avait de plus en plus de garçons qui se faisaient exempter. Moi, je ne voulais pas me faire exempter, mais il y avait quelque chose qui me tentait beaucoup, c'était d'avoir une expérience à l'étranger, ce que permettait le système de coopération. Et comme j'avais réussi, parce que j'étais très bien, j'étais classé deuxième, je suis le Poulidor, j'étais classé deuxième à HEC en deuxième année, j'avais obtenu ce qui était à l'époque très brigué, pour que vous sachiez tout, c'était un poste auprès des services commerciaux de l'ambassade de France au Japon. Pendant 2 mois, ils avaient l'avantage d'être rémunérés. Et c'était si ça se passait bien, on pouvait ensuite être rappelé par le ministre conseiller, comme on disait, pour faire son service national. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc j'ai beaucoup travaillé quand j'étais au Japon pour mon service national. C'était une espèce d'expérience pré-professionnelle pour le compte d'entreprises françaises qui voulaient exporter. Mais surtout, ça m'a conforté dans 2 choses. La première, c'est que je suis quelqu'un qui suis passionné par les civilisations étrangères. Et ça, c'est pas un truc de façade que je dis, c'est vraiment profond. Je suis quelqu'un, je prends une des plus grandes joies que j'ai dans ma vie, c'est de voyager, d'aller dans des pays du monde, mais les comprendre en profondeur. Je suis pas à voyager dans des 5 étoiles. Ça ne m'intéresse pas de me prélasser sur des plages, dans des réserves pour touristes. Non. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller au fond des choses. J'ai eu des expériences vraiment extraordinaires dans de très nombreux pays du monde. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai adoré mon séjour au Japon. Et je me suis dit... En fait, j'ai découvert ce que j'aurais voulu faire, c'était être ambassadeur de France au Japon. Voilà. Et je me suis dit, comment faut-il faire pour être ambassadeur un jour? Il fallait faire l'ENA. Et donc, je suis rentré à Paris, j'ai préparé mon candidat libre, j'ai pas fait Sciences Po, c'est une curiosité. Je n'ai pas fait Sciences Po, j'ai préparé ça parce que mon objectif, c'était vraiment de sortir au Quai d'Orsay pour avoir ensuite un parcours de diplomate. Et vous avez quand même un profil sur l'échiquier politique un petit peu unique. Comment est-ce que vous avez fait pour ne pas être formaté comme la plupart des étudiants de ces grandes écoles qui, bien souvent, sont un peu des clones, hein. C'est pas leur faire insulte que leur dire ça, mais il y en a beaucoup qui en tout cas, ont une façon de penser, de parler même, qui est souvent très très proche, quoi. Oui, je ne voudrais pas... J'allais pas jusqu'à dire de penser. Mais... D'abord, j'ai toujours été... ça, c'est des traits de caractère. Hein. C'est des traits de caractère qui remontent à la prime enfance.
j'ai toujours été... j'ai des défauts dont j'essaye de me corriger. Il faut le garder, ce système des grandes écoles à la française? Oui, je pense. Ouais. Je pense. Ce qu'a dit Macron, je suis tout à fait contre. Parce que ça fait partie de notre identité nationale. Voilà. C'est nous, on est... je sais que ça existe dans pas beaucoup d'endroits au monde, hein, aux États-Unis, il y a un peu de jeunesse séparée, parce qu'il y a d'un côté les facs, les universités, et puis de l'autre côté les écoles d'élite, les grandes écoles. Oui, mais il y a beaucoup plus de grandes écoles qu'il n'y en avait il y a 50 ans. Ça, c'est aussi le nombre de grandes écoles. Mais ça n'est quand même qu'une spécificité française, ça n'existe pas aux États-Unis, par exemple. Non, c'est certes, mais il se trouve que ça a donné en France d'excellents résultats aussi. On est quand même un des pays, le pays, alors ça se dit parfois, il y a des revendications en paternité, mais on a quand même en gros inventé la photo, inventé le cinématographe, inventé l'avion, l'automobile, inventé la TVA. C'est un inspecteur général des finances qui avait inventé ça, qui est inventé. Donc c'est un peuple qui a été très inventif, et on a été très longtemps un des pays au monde ayant le plus de médailles Fields, vous savez que c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, par rapport à sa population. Malheureusement, ce que je constate, c'est que d'après ce qui apparaît, beaucoup de polytechniciens ou de diplômés des mines, de centrales, etc., maintenant partent sur les marchés financiers. Beaucoup d'HEC, d'ESSEC, de Subdeco, etc., vont aussi dans des banques ou dans des entreprises américaines. Et donc, il y a quelque chose qui un peu s'est effiloché, c'est l'idée de travailler pour la gloire, si j'ose dire, hein. C'est-à-dire de ne pas travailler avec l'esprit de lucre. Et ça a fait quand même une des grandes spécificités françaises. Alors vous m'interrogez sur ma caractéristique personnelle. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je suis têtu, assez entêté. Alors j'ai vraiment un défaut dont j'essaie de me corriger, c'est que j'ai quand même tendance parfois à être un peu colérique. Et je suis quelqu'un d'assez entier. Et surtout, j'aime bien... je n'ai pas d'a priori. J'ai peut-être un peu aussi... côté, comment dire, j'aime bien un peu être original, apporter des idées que les autres n'ont pas. Ça, c'est quelque chose qui me caractérise. Puis surtout, ça paraît modeste de le dire, mais je suis quand même un gros travailleur. J'ai toujours beaucoup travaillé, avec une capacité de concentration importante. Oui, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes sorti comme Emmanuel Macron dans la botte, hein, ce qu'on appelle de l'ENA, c'est-à-dire vous avez choisi ensuite l'inspection générale des finances comme lui. C'est un corps qui est pourtant souvent perçu comme essentiellement constitué de requins. Est-ce que vous êtes un requin ? Non, je ne crois pas que je sois un requin. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi j'ai pas pris finalement le Quai d'Orsay, puisque j'avais préparé l'ENA. C'est un peu la cruauté de cette école, c'est qu'il y a des gens qui ont des vocations, et puis souvent ces vocations sont contrariées, parce que les gens ne sortent pas assez bien, et donc il n'y a plus de place dans le corps qu'ils briguaient, ou alors ils sortent trop bien, et donc ils préfèrent prendre les grands corps. Ça a été mon cas. J'ai pas regretté, en fait, parce que pour toute une série de raisons, l'inspection générale des finances m'a permis de faire du cabinet ministériel, et ça c'est fondamental dans l'expérience que j'ai acquise, de voir les choses au plus haut niveau de l'État, ce que je n'aurais pas pu faire si j'ai été sorti au Quai d'Orsay. Et puis notamment, j'ai eu l'occasion d'être au cabinet du ministre des Affaires étrangères sous Chirac, d'Hervé de Charette, et là c'était tout à fait passionnant. J'espère qu'on va en parler. Mais c'est vrai que j'ai toujours gardé dans ma tête l'idée de ça, et je garde toujours un très grand attrait pour les relations internationales, pour les questions géopolitiques. C'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Vous comprenez, quand même, au-delà de ça, ce que je voulais surtout vous demander, c'est est-ce que vous comprenez la haine qui s'exprime, on l'entend de plus en plus, hein, cette petite musique contre les énarques? Oui, enfin, je vous ai dit... Malgré tout, en dépit de ce que vous m'avez dit... Oui, mais encore une fois, je pense... Moi, je n'ai pas une religion de l'ENA. Je pense qu'on pourrait éventuellement supprimer l'ENA. Et vous savez pourquoi l'ENA a été créée ? L'ENA a été créée en 1945-46 par De Gaulle et Michel Debré. Pourquoi ? Parce que au moment où tout s'est effondré en 40, De Gaulle est allé à Londres et il a constaté avec effroi, en fait, qu'il a lancé son appel du 18 juin, donc ça tout le monde est au courant. Bon, ça fait partie de notre histoire nationale. Mais ce que l'on dit moins, c'est que presque personne ne l'a rejoint. Comme il l'avait dit un jour d'une façon un peu
un peu mi-amère, mi-rigolote, mais désabusée. Il a dit qu'il avait, dans les premiers mois, il a dit « J'avais avec moi quelques juifs, quelques poètes et les pêcheurs de l'île de Sein. » Voilà. C'est-à-dire qu'il a constaté que la haute hiérarchie militaire, les inspecteurs des finances, les membres du Conseil d'État, de la Cour des comptes, les préfets, les ambassadeurs, les directeurs d'administration centrale, les académiciens, etc., les directeurs comment dirais-je, d'organismes culturels, les acteurs, etc. Personne ne l'avait rejoint. C'est ça la cruauté de la Seconde Guerre mondiale. Et qu'il a découvert qu'en fait, ceux qui l'ont rejoint, c'était des gens du peuple. Il l'a dit d'ailleurs à Perfit, il dit « En France, seul le peuple est patriote, les bourgeois ne le sont plus. » Et donc, c'est à l'issue de ça qu'il s'est dit « Mais comment se fait-il que des hauts fonctionnaires, dont le métier normalement est de servir la France, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu plus ?» Il y a eu quoi? Il y a eu un inspecteur des finances qui l'a rejoint, André Dittel, mais qui est devenu son ministre de la guerre. Il y a eu un préfet, Jean Moulin, qui est connu, qui l'a rejoint. Quelques ambassadeurs, mais pas les plus importants. Par exemple, comment dirais-je, Saint John Perse, le poète Saint John Perse, qui en fait s'appelait Alexis Léger de son nom réel, qui était secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire le plus haut poste en dessous de ministre aux Affaires étrangères, était ambassadeur à Londres. Et quand De Gaulle était là-bas, il a pris le parti de Pétain. Il faisait partie de ces ambassadeurs qui étaient des collabos. Et qui l'a rejoint? Très très peu de monde. Si. Il y a eu nos compatriotes en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, les hauts commissaires qui ont rejoint De Gaulle. Et puis il y a eu cet homme assez extraordinaire, Félix Éboué, qui était gouverneur du Tchad, qui était d'origine guyanaise, qui était un haut fonctionnaire noir descendant d'esclaves et qui a, si l'on peut dire, pareil, été quasiment le premier haut fonctionnaire à rejoindre De Gaulle. C'est très allégorique de penser que c'est un haut fonctionnaire descendant d'esclaves guyanais qui a été le premier à sauver l'honneur de la fonction publique française. Alors, à la Libération, avec Michel Debré, il s'est dit, mais pourquoi ça? Et ils en étaient arrivés à la conclusion que, pour parler comme Pierre Bourdieu, à l'époque, pour devenir haut fonctionnaire, on appliquait les préceptes découlant de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Vous savez qu'avant la Révolution française, il fallait être aristocrate, il fallait être né, comme on disait, bien né, c'est-à-dire il fallait être aristocrate pour devenir ambassadeur, receveur des finances, fermier général, etc. Ou alors, il y avait la vénalité des offices, c'est-à-dire que si vous étiez un bourgeois qui avait réussi dans les affaires, vous pouviez acheter une charge qui était, pour notamment essayer de combler le déficit du budget de l'État, il y avait des charges qui étaient achetables. Et ce qu'a apporté la Révolution française, enfin un des grands acquis de la Déclaration des droits de l'homme, c'est que les emplois publics sont ouverts à tous les citoyens en vertu de leur seul talent. C'était les citoyens, pas les citoyennes d'ailleurs. Hein. À l'époque, on parlait seulement des hommes. Enfin, ne faisons pas d'anachronisme. Mais donc, en vertu de leur seul talent. Et c'est ça qui fonde le principe des concours d'accès à la fonction publique. Parce qu'en vertu des seuls talents, la seule façon de voir de façon objective les talents de quelqu'un, c'est de faire des concours anonymes, du moins justement, sur la question, du moins pour les épreuves écrites. Notamment, vous me tendez la perche sur ce thème de la discrimination positive. Elle est parfois mise en avant pour lutter contre les inégalités sociales et contre la reproduction sociale. Est-ce que vous y adhérez? Alors, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué. On touche du doigt quelque chose dont on devrait reparler d'ailleurs, qui est l'accès aux médias pour la campagne présidentielle. C'est le principe de l'équité. Le principe des révolutionnaires de 1789, c'est le principe d'égalité. C'est-à-dire, on met tout le monde tout le monde doit subir les mêmes épreuves, et puis seuls les meilleurs sont choisis. Et ce qui avait été apparu à De Gaulle et à Debré, je reviens sur mon propos précédent, c'est qu'ils se sont dit qu'en fait, par exemple, pour devenir ambassadeur, il y avait 90% des ambassadeurs de France jusqu'en 1945 qui avaient
des noms à particules et qui étaient des descendants de familles aristocratiques. Pourquoi? Parce qu'on appelait ça le concours de la carrière, d'un concours, et seuls ceux qui étaient du sérail savaient quand est-ce qu'avait lieu le concours, comment se passaient les épreuves, comment il fallait se comporter. Et puis il y avait des oraux, et dans les oraux, l'anonymat disparaît, etc. Donc c'était un peu réservé, en fait. Il y avait énormément d'ambassadeurs qui étaient d'origine aristocratique. Vous aviez la même chose chez les inspecteurs des finances, c'était souvent des très grands bourgeois, des banquiers, etc. Donc en 1945, De Gaulle et Debré, De Gaulle dit comment on fait pour lutter contre ça. Il comprend il estime avec Debré que c'est parce que ces concours étaient extrêmement discrets, permettant une reproduction de catégories sociales très particulières, notamment de catégories sociales très favorisées, il n'y avait pas eu plus de hauts fonctionnaires qui l'avaient rejoint. Donc il décide la suppression de tous ces concours spécifiques, ou de quasiment tous, pour avoir un concours d'accès unique à une école nationale d'administration qui ouvrirait la voie au concours de tous les hauts fonctionnaires de France, ou du moins de certains d'entre eux. Ça ne concerne pas les militaires, par exemple, ni les magistrats, mais du moins la haute fonction publique dans de nombreux ministères serait ouvert à des administrateurs civils, c'est un corps nouveau, plus effectivement les conseillers des affaires étrangères, les sous-préfets, les membres du corps préfectoral, et puis les membres des grands corps, et puis des tribunaux administratifs, voilà, et des chambres des comptes régionales quand elles ont été créées ensuite. Voilà. Alors, l'ENA avait cette vocation. Il s'agissait de faire quelque chose de populaire. Il s'agissait d'ailleurs à l'époque, dans les concours des premières années de l'ENA, De Gaulle voulait qu'il y ait des sportifs, des gens courageux. Il reprochait en fait aux fonctionnaires des années 30 d'avoir manqué de courage. Et donc, par exemple, il y avait des épreuves d'éducation physique, enfin de sport, qui comptaient pour beaucoup, à la fois pour le concours d'entrée, je crois que ça comptait peut-être pour 20 ou 25% de la notation d'entrée, ce qui était quand même considérable, mais aussi tout au long de la scolarité. C'était ça qu'ils avaient voulu. D'ailleurs, les premières promotions s'appellent France combattante, Croix de Lorraine, enfin c'est... Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Mais il s'est passé que la société française, qui est une société fondamentalement monarchique et avec des classes sociales très structurées en définitive, a phagocyté ce système et a fait que de plus en plus l'ENA est devenue une école de reproduction sociale. C'est un échec du système de l'ENA. Mais est-ce que c'est l'ENA au départ ou est-ce que c'est la société française? Parce que il y a beaucoup de dynasties de hauts fonctionnaires. Mais il y a aussi, dans le monde de la musique, de la chanson, des journalistes, des politiques, pas forcément des énarques. Vous voyez ce phénomène où vous avez des enfants, des fils d'archevêques, comme on disait jadis, des enfants qui, parce qu'ils ont le même nom que leur père ou que leur mère, ils ont un petit coup de pouce dans leur carrière, ils ont plus de relations de capital social, comme aurait dit Bourdieu, etc. Donc, c'est un sujet vraiment compliqué. Alors, effectivement, vous m'évoquez la question de la discrimination positive. Ça a des gros inconvénients aussi, la discrimination positive, parce qu'en vertu de quoi? Et pourquoi on promeut des gens qui auraient moins de talent? Et sur quels critères? Ça débouche tout de suite sur l'idée du communautarisme, sur la fin de la collectivité nationale. Donc ça pose vraiment des problèmes. Moi, je serais personnellement favorable à ce qu'on revienne à l'esprit d'origine de l'ENA, ou de ce qu'on veut, comment ça s'appelle. Peut-être supprimer l'ENA, mais en faire des concours plutôt orientés, par exemple, vers l'international, d'autres plutôt orientés vers, je ne sais pas, les collectivités locales. Mais ce que je sais, c'est que, si vous voulez, de la même façon, c'est comme les constitutions, c'est comme la meilleure constitution du monde, s'il n'y a pas la virtus au sens romain du terme, la vertu, dans l'application de ça, on va retomber toujours dans les mêmes errements. Voilà, je suis un peu modeste là-dessus. De la même façon que la Constitution de la Ve République avait donné un pouvoir formidable au peuple français, maintenant elle sert en fait dans le sens contraire, c'est-à-dire que on a maintenant un monarque qui peut tout faire sans jamais être contredit pendant son mandat, ce qui n'était pas le cas de Gaulle, parce que De Gaulle avait fait une constitution à sa mesure, bien sûr, mais il avait ce qu'on appellerait la virtus au sens romain, c'est-à-dire que pour lui, diriger la France, c'était un honneur et un devoir.
C'était pas une façon de s'enrichir. C'était pas une façon de se mettre en avant. Il vivait ça presque comme un sacerdoce. Et il vivait ça aussi comme étant en contact direct avec le peuple français. Lorsque, en 1969, le référendum qu'il avait lancé s'est soldé par 47% de oui, il le savait. Il savait qu'il allait être battu, mais il a fait, c'est une espèce de suicide politique volontaire. Mais il a eu cette grandeur de dire qu'il se retirait. Il cherchait en fait une façon de se retirer après 68, c'est une autre histoire. Mais il s'est appliqué quelque chose qui n'était pas dans la Constitution. C'est qu'à partir du moment où il avait conçu une Constitution qui lui donnait beaucoup de pouvoir, mais sous réserve qu'à tout instant, il vérifiait que la majorité des Français étaient derrière lui. Dès qu'il a constaté que ça n'était plus le cas, il est parti. En tout cas, bon, on lèvera pour ce qui nous concerne et donc cette prochaine échéance présidentielle que la plupart, si ce n'est tous, les candidats anti-système sont passés, vous, Éric Zemmour, Philippot, par HEC, l'ENA ou Sciences Po. Donc c'était juste une petite parenthèse. En tout cas, plus largement, moi j'aimerais qu'on reste sur la thématique de l'éducation, qui va sans doute être une des thématiques centrales de la présidentielle. Quel est votre regard, François Asselineau, sur l'école aujourd'hui, sur l'éducation nationale et sur les programmes? Éric Zemmour, par exemple, il est très violent, lui, dans la critique qu'il fait de l'école. Il propose d'ailleurs des mesures radicales. Alors, quel doit être le rôle de l'école dans la nation, dans la société, selon vous? On est bien d'accord, c'est une institution centrale pour faire nation? Bien sûr. Moi, personnellement, je n'ai pas des propos violents. Je n'aime pas les solutions trop radicales. Mais je pense que Vous trouvez que Éric Zemmour a des propos violents? Oui, parfois c'est un peu excessif. Bon, il le sait d'ailleurs. C'est à la fois, ça lui permet de se faire valoir. Vous savez ce que disent les Chinois. Point n'est besoin d'élever la voix quand on a raison. Voilà. Si vous avez raison, vous n'avez pas besoin de faire des éclats. Vous avez raison. Et moi, je dis que j'ai raison lorsque je dis, il y a beaucoup de Français qui pensent comme moi. Vous l'avez rencontré, Éric Zemmour, là, vous lui avez parlé récemment? Non, pas récemment, mais je l'avais vu quand il était journaliste. Donc c'est quelqu'un que je connais un petit peu. Mais pour en revenir au propos à ce que je disais sur l'éducation. L'éducation, c'est effectivement la clé de la réussite. Et ce que je pense que c'était quelque chose qui marchait. Bon, il y avait toujours, bien sûr, des critiques à faire. Mais c'est quelque chose dont on a commencé cet entretien en préambule en parlant de l'ascenseur républicain dont je suis issu. Cet ascenseur républicain a été cassé. Et je pense que une partie de la gauche française, depuis 20 ou 30 ans, depuis presque 1968, a eu une responsabilité colossale là-dedans. Parce que lorsque l'on affaiblit l'école, lorsqu'on affaiblit la discipline et l'exigence à l'école, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de l'exigence qu'il faut avoir vis-à-vis des jeunes enfants. On peut paraître démagogue, on peut paraître, faciliter les choses. Mais en définitive, qui est-ce qui est le plus pénalisé au bout du compte? Au bout du compte, ce sont les enfants des catégories sociales les plus modestes. Parce que si vous avez un bac qui ne vaut plus rien, si maintenant vous avez des enfants qui sortent du système scolaire, du lycée en faisant 3 fautes d'orthographe par phrase et 2 fautes de syntaxe, des enfants qui n'ont plus lu les classiques, qui n'ont plus fait de dissertation, donc qui ont perdu un truc très important, moi, qui m'inquiète beaucoup, c'est la faculté de discernement et la faculté de raisonner, des raisonnements de cause à effet. On a maintenant un savoir un peu parcellaire, parce que les enfants sont sur Internet. Ils connaissent certainement plus de choses maintenant qu'un adolescent qui a 15 ans, connaît sans doute plus de choses que moi quand j'avais 15 ans. Parce qu'on a un accès, grâce à Internet, à des multitudes d'informations. Mais ce sont des informations qui sont comme ça, éparpillées. Et vous n'avez pas ce qui doit être un des rôles essentiels de l'école, c'est la capacité de raisonnement. On a détruit un peu cette capacité de raisonnement. Par exemple, dans l'histoire, c'est fondamental d'avoir l'idée de la chronologie des événements. Si on fait sauter la chronologie des événements pour ne plus avoir qu'une espèce de quiz, vous perdez la compréhension de l'histoire. C'est pareil en matière de philosophie, en matière de langue, c'est pareil en matière politique. Moi, je me heurte à quelque chose qui est vraiment tragique. C'est que depuis 15 ans que j'ai créé l'UPR, j'explique à mes compatriotes pourquoi je propose
la sortie de l'Union européenne et de l'euro. C'est pas par fantaisie, c'est pas par nostalgie. C'est parce que j'explique, d'ailleurs, dans mon programme, je le présente d'une autre façon qu'il y a 5 ans. Je dis, par exemple, les Français, ils veulent qu'on augmente leur pouvoir d'achat. Bon. Tout le monde, de Mme Le Pen, M. Zemmour, jusqu'à M. Mélenchon, tout le monde veut augmenter le pouvoir d'achat, moi aussi. Mais la différence, c'est que, à la différence des autres, moi je dis que si on reste dans l'euro, on ne le pourra pas. Madame Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déjà mis en garde que pour la stabilité de l'euro, les pays ne peuvent pas procéder à des augmentations générales de salaire supérieures à l'inflation. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui vont faire des rodomontades. Hein, Madame Le Pen, M. Zemmour, M. Mélenchon, ils vont dire on le fera quand même, et ci et ça. Je le sais bien, c'est ce qu'on me dit. On me dit ah mais François Asselineau, vous êtes trop légaliste. Non, nous c'est la France, on va s'imposer. Mais les gens qui disent ça ne savent pas de quoi ils parlent, parce que la BCE elle a des moyens de rétorsion. Nous avons des déficits géants. On a besoin de la BCE pour essayer de les colmater. Par exemple, la BCE rachète les obligations du Trésor public sur le marché secondaire, pour nous éviter d'avoir une montée des taux. Donc si demain, par exemple, vous avez un président de la République qui se dit « mais moi, j'en fais qu'à ma tête », il oublie qu'il y a des mesures de rétorsion qui peuvent être prises très très rapidement. Donc c'est pour ça, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que j'aurais pu vous parler, là j'ai parlé des rémunérations, j'aurais pu parler des délocalisations. Les Français, ils veulent arrêter les délocalisations. Moi, je leur explique que les délocalisations ne sont pas tombées du ciel. Elles sont apparues pour la première fois en 1987 en France. Et avant, cherchez, hein. Vous prenez un dictionnaire étymologique, vous verrez que le mot délocalisation, il apparaît en 1987, à l'occasion de la fermeture d'une usine d'aspirateurs Hoover qui était dans la région de Dijon, je crois, et qui a fermé boutique pour aller s'installer en Écosse. Et c'était dû à quoi? À l'acte unique européen de 86, qui avait posé le principe de la libre circulation des mouvements de capitaux, alors qu'avant, pour sortir des capitaux de façon importante de France, il fallait l'autorisation de l'État. Et c'est de là que ça a été ensuite, cette disposition a été gravée dans le marbre du traité de Maastricht de 92. D'ailleurs, en 92, il a été précisé que la libre circulation des mouvements de capitaux ne concernait pas que les États de l'Union européenne, mais tous les États du monde. Et c'est la porte ouverte aux délocalisations industrielles qui sont en train de vider de substance la France, son patrimoine industriel, son niveau de vie. Alors, tous les candidats vont dire « nous, on est contre les délocalisations ». Oui, mais moi, j'explique que on peut toujours le dire, mais si on maintient cette clause fondamentale sur les délocalisations, sur la libre circulation des mouvements de capitaux, on ne pourra rien faire. Troisième exemple, si vous me le permettez, l'immigration, qui est un sujet... L'immigration, il faut lire les articles des traités européens. Alors je sais qu'on m'a brocardé il y a 5 ans, j'ose même plus maintenant citer les noms des articles. Bon, mais c'est quand même dommage, parce que je rappelle quand même que le devoir du président de la République est fixé par l'article 5 de notre Constitution. Il est le garant du respect des traités. Et il est également le garant de la Constitution. Donc quelqu'un qui brigue la fonction de président de la République, la moindre des choses, c'est qu'il devrait être parfaitement au courant de ce qu'est notre Constitution et de ce que sont les principaux traités qui lient la France au reste du monde. Donc, si nous restons dans l'Union européenne, vous aurez beau dire tout ce que vous voulez sur la lutte contre les délocalisations. Vous avez vu que Macron, il dit on va réindustrialiser, et ça. Mais ça ne sera que des petits exemples. Mais en termes massifs, vous constaterez ce qui se passe. La vacherie qu'avait faite François Hollande quand il avait été élu président de la République, c'était de nommer Montebourg ministre du redressement productif, parce que c'est un ministère qui était impossible, et il ne pouvait faire que de la figuration. C'est pour ça d'ailleurs que les relations se sont aigries. Alors je vous dis ça parce que c'est très corrélé à la question de l'école. C'est que quand je dis ça, je vois que c'est quand même pas... Je sais pas, je ne pense pas que ça soit extrêmement compliqué à comprendre ce que je dis, mais je vois bien que pour beaucoup de gens, c'est un peu frappé d'irréalité. C'est comme si c'était un petit peu trop compliqué. Comme si le principe d'une relation de cause à effet était trop compliqué à comprendre. Et là, je dis qu'il y a sans doute une carence dans la formation des esprits. C'est également aussi dû au lavage de cerveau médiatique, mais ça, c'est une autre histoire. Quel bilan vous faites de l'action de Jean-Michel Blanquer à la tête du ministère de l'Éducation nationale? Je trouve que c'est...
préfère même pas en parler. C'est catastrophique dans tous les domaines, mais il est dans la tête d'un ministère qui est difficile et qui, à mon avis, est vraiment un des plus importants à redresser. Qui doit passer? Quels sont les, plutôt que de faire la description, faut vraiment avoir des propositions. D'abord, je pense que j'élève le débat. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire, ou alors qu'on m'en montre un, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'un pays qui se soit redressé sur une idéologie d'autodétestation. Parce que la construction européenne, j'y reviens, est fondée sur un principe de base. La France a été un grand pays, maintenant c'est de la gnognotte, et donc pour continuer à exister encore un peu, nous devons fusionner avec la Slovénie, l'Estonie, la Slovaquie, Chypre et l'Irlande. Vous verrez, quand tout ceci se sera dissipé, quand les nuages de l'idéologie se seront dissipés, les gens se diront avec le recul du temps, mais c'est complètement délirant. Ça n'existe pas. D'ailleurs, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Donc, mais le principe de base, il est là. Toujours le discours des européistes, c'est toujours de dire « mais la France est beaucoup trop petite, vous vous rendez compte, on est tout petit, on n'est rien du tout, etc. » Si la France, qui est la 6e ou 7e économie mondiale, un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui est la 2e zone économique exclusive au monde, qui a une des 2 langues officielles des Nations Unies. Enfin, on rétrograde année après année au niveau des puissances économiques mondiales. Oui, mais on nous avait dit le contraire. On nous avait dit que l'Europe, ça allait être formidable. Moi, j'observe, je constate que depuis qu'on construit l'Europe, de décennie en décennie, on est en rétrograde. Moi, ce que je dis, c'est que si la France est trop petite, alors que dire des 180 pays qui sont plus petits que nous économiquement dans le monde et qui, eux, se portent très bien, hein? Donc, je considère que l'histoire universelle nous montre quoi? Que tous les redressements d'un pays ont toujours été fondés, d'abord et avant tout, sur l'amour de la patrie. Voilà. Que ce soit Ronald Reagan, que ce soit Margaret Thatcher, que ce soit Vladimir Poutine, que ce soit Deng Xiaoping après l'utopie maoïste, que ce soit De Gaulle après la 4e République, etc. C'est toujours en dressant le drapeau national que on mobilise les gens. D'ailleurs, dans la France d'aujourd'hui, les moments où on a le droit de sortir le drapeau bleu, blanc, rouge sans être taxé de facho, il y en a 2. C'est les Jeux Olympiques et c'est la Coupe du Monde de foot. Or, comme par hasard, on réussit, on fait des très bons scores aux Jeux Olympiques et à la Coupe du Monde de foot, pas toujours, mais quand même, et on mobilise l'effort de la nation, on fascine, on polarise l'envie, le désir de se battre, de concourir, de gagner de la population, et on voit également s'estomper les conflits qu'il peut y avoir, notamment avec les questions migratoires. Vous avez une jeunesse souvent qui se retrouve derrière le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc c'est pour ça que je dis que on pourra redresser l'école si on retrouve l'idée pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, quelle est la vision du monde et quelle est la vision de la France dans le monde dans 10 ans que nous avons. Je voudrais terminer sur ces questions d'éducation, si vous me le permettez, par des chiffres très très importants. Regardez la Chine. La Chine, sous l'utopie maoïste, c'était la catastrophe. Avec Deng Xiaoping, qui arrive au pouvoir vers 1983, conseillé par Lee Kuan Yew, que j'avais rencontré avec Hervé Le Charette quand il était senior ministre de Singapour, c'est une autre histoire, Deng décide secrètement que la Chine va redevenir un pays capitaliste sans le dire. Ils vont maintenir au pouvoir la dynastie communiste, qui est finalement une dynastie comme une autre, hein, qui a été fondée comme beaucoup de dynasties chinoises par un paysan, hein, c'était Mao. La différence, c'est que c'est pas la succession n'est pas par ordre, n'est pas héréditaire, mais ils choisissent le meilleur. Mais c'est un peu une nouvelle dynastie, la dynastie comme il y a eu les Ming, les Tang, la dynastie Mandchou, etc. Et ils vont redresser le drapeau national. Ils remettent au goût du jour les doctrines confucéennes. Les doctrines qui avaient été pourtant condamnées sous l'utopie maoïste. Il y avait la campagne Pilin-Pikong, qui était la campagne à la fois contre l'opposant à Mao, qui était Lin Piao, et contre Kongtse, c'est-à-dire Confucius. À partir de 1983, ils remettent en vigueur la pensée confucéenne, les concours mandarinaux, se former. Et à quoi on assiste aujourd'hui? On assiste aujourd'hui à un pays qui a à peu près 1,5 milliard d'habitants. Chaque année, vous avez des classes d'âge qui doivent être de l'ordre de 30 millions de personnes. Et vous avez là-dessus peut-être
1 500 000, 2 millions de jeunes Chinoises et Chinois qui sortent du système scolaire avec un diplôme d'ingénieur. Vous vous rendez compte? Alors qu'au même moment aux États-Unis, c'est peut-être 200 000 ingénieurs, peut-être, et en France, c'est peut-être 20 ou 30 000. Donc il y a un véritable combat pour le savoir, et que ce soit en Chine, que ce soit en Corée, que ce soit au Japon, que ce soit... Ce sont vraiment des pays que je connais très très bien. Il y a une exigence et qui est vraiment où ce sont des temples du savoir. Vous savez qu'ils portent d'ailleurs des uniformes. Il faut gommer les classes sociales. On ne va pas... Vous êtes pour le retour de l'uniforme? Oui, ou du tablier. Je trouve que ce sont... Si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, il y a des gens qui ont dit, c'est de la pensée 68arde, oh là là, c'est de l'enrégimentement, il faut que les gens soient... Très bien. Mais derrière, quand on a viré l'uniforme, il reste quoi? Il reste la compétition sociale. C'est-à-dire que dans les classes, dans les cours de récréation, vous avez des enfants, il y a ceux dont le père est médecin ou dont le père est un cadre supérieur d'entreprise. Lui, il vient, il a des chaussures Nike, il a la dernière montre à la mode, il a le dernier truc, il frime devant ses copains et devant ses copines. C'est ça la vérité. Alors que celui qui est un fils d'ouvrier, ben, il n'a pas. Voilà. Et donc, on introduit, assez jeune, presque dès le plus jeune âge, ces notions de primat de l'argent. Alors que, justement, il faut au contraire faire le primat du savoir. Et encore, si vous me le permettez, c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur. On dit, oui, mais c'est compliqué, il faut simplifier. Non, ça n'est jamais en simplifiant qu'on va attirer une population vers le haut. C'est au contraire, c'est en disant la complexité du monde. Par exemple, pour lire un journal en chinois ou Japon. Moi, j'ai appris à écrire un peu le japonais. En japonais, il y a les caractères Han, les kanji, les caractères chinois, plus les syllabaires katakana et hiragana. Il faut connaître 1850 caractères pour lire un journal, minimum, pour lire un journal en Chine ou au Japon. Un caractère chinois, ça va de 1, c'est un trait comme ça qui veut dire le chiffre 1, 2 c'est 2, 3 c'est 3, puis après ça se complexifie. Il y a des caractères qui parfois nécessitent de faire 25 tracés séquentiels. Et vous ne pouvez pas les écrire si vous n'avez pas mémorisé la façon qu'il faut le faire. Bon. En moyenne, ça fait 12 ou 13 tracés séquentiels. Vous multipliez 12 à 13 tracés séquentiels par 1850 caractères, ça veut dire qu'un petit Chinois, une petite Chinoise, un petit Japonais, une petite Japonaise ou Taïwanais, il doit apprendre 1850 par 12, ça fait à peu près 20 000 tracés séquentiels. Il va commencer à 3-4 ans, ça va durer jusqu'à 15 ans. Et s'il fait des études supérieures, ça va continuer. En Occident et en France, on a 26 lettres. Pour écrire le petit A, vous vous rappelez quand vous étiez petit, on vous avait pris, il faut faire un trait, puis le rond, puis un truc. Il y a 3 tracés séquentiels. Pour le B, 1, 2, 3. C'est à peu près pareil. Pour le C, 1, 2. En gros, on va dire 26 lettres, ça fait 75 tracés séquentiels. Et vous voulez dire quoi par là au final alors? Je veux dire par là qu'au total, pour apprendre à écrire en français, dans une langue occidentale, il va falloir mémoriser 150 tracés séquentiels. 20 000 pour écrire le chinois. Et savez-vous quoi? En ce moment, en Chine, au Japon, les élèves sortent du système scolaire avec 99% de taux d'alphabétisation. En Chine, peut-être un petit peu moins, parce qu'il y a des provinces un petit peu arriérées du Xinjiang, du Guangzhou, du Tibet. Bon, après, il y a peut-être l'environnement pour les apprendre, hein, qui est un petit peu plus autoritaire que celui qu'on connaît dans notre pays. Mais au Japon. Japon, c'est comme, ou à Taïwan. Taïwan, on me dit que c'est vrai d'ailleurs que c'est une démocratie à l'occidental. À Taïwan, c'est quasiment 100% d'alphabétisation. En France, malheureusement, regardez les statistiques, des enfants qui sortent du collège et qui sortent de l'école primaire et qui entrent au collège, vous en avez, je crois, 20-25% qui ont des difficultés à lire et à écrire. Ça veut donc dire qu'il y a quand même un problème. C'est quand même beaucoup plus facile l'apprentissage de l'écriture et de la lecture dans une langue occidentale que dans une langue d'Extrême-Orient. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'exigence demandée aux enfants. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour les enfants
de ne pas avoir de l'exigence. Justement, c'est avec l'exigence qu'on les attire vers le haut. D'ailleurs, cette exigence va de pair aussi avec le respect des instituteurs et des professeurs. Parce que moi, je suis d'une génération, a fortiori les générations avant moi, où il y avait une espèce de vénération pour le professeur ou pour l'instituteur. Maintenant, quand je vois que l'on a des instituteurs, enfin, on les appelle les professeurs des écoles, ou qui se font insulter par certains parents d'élèves, ou quand c'est pas par des élèves, il y a un véritable problème. Nous, moi, dans mon programme, il y a l'idée... Alors, si vous le voulez bien, je vous interromps un petit peu, parce que j'ai un peu de mal à vous interrompre, pardon. On va y revenir plus longuement dans votre programme de toutes ces questions dont vous parliez, mais j'aimerais encore un instant qu'on s'arrête sur vous, votre personnalité, savoir un petit peu donc, qui vous êtes. Est-ce que vous vous considérez de droite, François Asselineau ? Comment est-ce que vous définissez politiquement? On a un peu du mal, quand on ne vous connaît pas bien, à vous placer sur l'échiquier politique français. Parce que... vous êtes souverainiste, ça, c'est un secret pour personne. Ouais, enfin, quoi, j'aime pas le mot. Hein. Oui, parce que dans le mot « isme ». Ouais, quelque chose de plus. Oui, parce que dans le mot « isme », il y a quelque chose d'un peu rigolo, un peu dépréciatif. Il y a un peu... Est-ce que vous auriez imaginé, par exemple, que les Viet Cong au Vietnam, quand ils voulaient chasser le colonisateur, s'appellent des souverainistes? Non, c'était un mouvement de libération nationale. Moi, je considère que la France est dans un phénomène elle est devenue une espèce de colonie. C'est-à-dire qu'elle est, sans que les Français s'en rendent compte, nous sommes dirigés par des puissances étrangères. Les Français ont perdu leur... Mais là, alors, excusez-moi, mais vous rejoignez un petit peu le discours d'Éric Zemmour. Oui, ou c'est Éric Zemmour peut-être qui a rejoint le mien, je ne sais pas. Mais oui, dans ce que dit Éric Zemmour, il y a des choses que je partage. Bien sûr. Non, il prône l'union de la droite. Pourquoi il ne vous a pas proposé de le rejoindre? D'abord, tout ne tourne pas autour de M. Zemmour. Bon, il a déjà 13 à 14% du temps de parole dans tous les médias, quand moi j'ai 0,002%. Il faudra quand même qu'un jour il nous explique pourquoi. Pourquoi il a ça et pourquoi je n'ai rien. Moi, j'ai mon idée là-dessus, c'est que M. Zemmour, avec le talent de polémiste qui est le sien, il enflamme une partie de la population d'une façon que, personnellement, je trouve parfois très regrettable. C'est avec le système du bouc émissaire. Ça, personnellement, je n'apprécie pas du tout ça. De la stigmatisation qu'il fait des musulmans, par exemple, oui, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, des populations d'origine étrangère, d'origine immigrée. Je ne suis pas naïf. Je ne suis pas naïf, je sais quelles sont les difficultés de la société française. Je pense, par exemple, qu'en matière migratoire, il faut, comme l'avait suggéré Michel Barnier, il faut un moratoire. Ça, je suis d'accord. Mais pour qu'il y ait un moratoire, il faut, comme l'avait dit Michel Barnier, lui proposait d'abolir l'application de certains articles des traités européens. Ce qui, d'ailleurs, était impraticable. Enfin, c'était extraordinaire. Rappelez-vous, Barnier avait fait scandale, c'était en septembre dernier, en disant qu'il allait falloir se suspendre l'application des traités européens. Ça a fait un scandale parce que c'était un très grand pro-européen qui disait ça, qui disait ce que je dis moi. J'ai fait remarquer que ça n'était pas possible. Vous ne pouvez pas suspendre l'application de... Donc êtes-vous de droite? Mais écoutez, moi je suis comme De Gaulle. Il faut les deux. C'est comme si vous disiez que vous préférez votre main droite ou votre main gauche. Ou votre pied droit ou votre pied gauche. Vous avez besoin des deux. Mais je le pense très sincèrement. Je le dis d'autant plus que dans ma famille, puisque vous me parlez de ma famille, il se trouve que dans ma famille, quand j'étais petit... J'avais des parents, des grands-parents, des oncles et tantes, il y avait à peu près toutes les opinions représentées. J'avais un grand-oncle qui était au Parti communiste français, j'avais des grands-parents de maternelle qui étaient bien à droite, j'avais une grand-tante qui avait été gaulliste, qui avait été arrêtée par les Allemands. Oui, vous dites gaullisme, mais un petit peu, aujourd'hui, c'est le cas de tout le monde. Tout le monde se revendique du gaullisme. Hein. Oui. Chirac l'était, Sarkozy aussi. Macron reprend également à son compte la figure du général, tout comme Zemmour ou Le Pen. Qu'est-ce qui fait de vous un vrai gaulliste et les autres non, par exemple? C'est quoi d'ailleurs? C'est quoi encore le gaullisme aujourd'hui? Je n'ai jamais dit que l'UPR était un mouvement gaulliste. Jamais je n'ai dit ça. Je cite souvent De Gaulle, mais je cite souvent aussi d'autres personnes de l'histoire de France. Mais je cite De Gaulle parce que je pense que c'est le plus grand homme d'État français du XXe siècle. Vous ne dites pas gaulliste? Non. En revanche, je m'inspire de ce que disait De Gaulle. Et la quintessence de la pensée, du gaullisme, en fait, c'est quelqu'un qui est capable de dire non aux gens qui oppriment le peuple. Voilà. De Gaulle, c'est la même figure que Saint-Louis. C'est la même figure que Louis XIV et les grands jours d'Auvergne au début de son règne. C'est le roi, c'est le chef d'État qui prend le parti du peuple contre les élites. C'est ça, c'est l'essence, mais c'est pas De Gaulle. C'est un personnage intemporel. Saint-Louis, qu'est-ce qui a fait que Saint-Louis IX est devenu Saint-Louis? C'est parce que Louis IX, au XIIIe siècle, il a... Pour la première fois dans l'histoire de France, vous savez, on parle toujours Saint-Louis sous son chêne. Pourquoi on parle de ça? Parce que le roi de France
à Vincennes, sous son chêne, de temps en temps, faisait venir à lui, lorsqu'il y avait des conflits entre, par exemple, un seigneur local et puis ses serfs, il y avait du servage qui existait à l'époque, ou des paysans, le roi faisait venir, et il écoutait les deux, et il jugeait. Il se voulait le vicaire du Christ sur terre. C'est l'époque où on construit les cathédrales. Hein. Il était le fils de Blanche de Castille. Donc c'était une époque, l'âge de la foi, aurait dit Georges Duby. Donc il écoute ça et il dit, c'est le paysan qui a raison. Et il condamne le seigneur. Pas toujours, mais il le fait. Ça lui vaut une renommée dans le royaume de France incroyable. Parce que le peuple découvre enfin le Christ sur terre. C'est d'ailleurs à l'époque qu'on va prendre les fleurs de lys, qui sont le symbole de la royauté, mais qui sont également le symbole de la Vierge, dans le Cantique des Cantiques, tiré de la Bible. Hein. Donc, il y a ça dans l'esprit français. Et les Français, ce qu'ils attendent de leur chef d'État, c'est que ce soit quelqu'un qui les défende contre... Je vais parler de façon un petit peu, une image d'Épinal, mais un peu contre les méchants, contre les seigneurs, contre ceux qui veulent pressurer la population. Donc les Français, ils vont aimer qui? Ils vont aimer Saint-Louis. Ils vont d'ailleurs, après la mort de Louis IX, qui a lieu à Tunis, comme vous le savez, son corps est rapatrié. Quelques décennies après, les Français obtiendront sa canonisation. Les Français, ils aiment Henri IV. Parce qu'Henri IV, il a mis fin aux guerres de religion, et puis il a dit qu'il voulait la poule au pot tous les dimanches. Ça veut dire qu'il s'est préoccupé du bien-être de la population. Les Français, au début du règne de Louis XIV, ils ont beaucoup aimé Louis XIV, parce qu'au début de son règne, il a fait les grands jours d'Auvergne, où il a fait ce que faisait Saint-Louis. Il a envoyé des missi dominici, des commissaires, notamment en Auvergne, et il faisait venir des seigneurs, des paysans, et quand il y avait des abus commis par les féodaux, il mettait les féodaux, les seigneurs, sous les verrous. Et donc c'est ça qui a fait que Louis XIV, au début de son règne, a été extrêmement populaire, ce qui d'ailleurs a voulu que, au début du XVIIIe siècle, vous savez, notamment la funeste guerre de succession d'Espagne, au moment, il y a eu des désastres, la bataille de Malplaquet est un désastre absolu, la France faillit être détruite à cette occasion, le peuple français fait corps derrière son chef d'État. En revanche, ce que les Français ne supportent pas, ce sont les chefs d'État dont ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas les chefs du peuple, mais ils font partie d'une aristocratie internationale et ils se foutent du devenir du peuple français. Donc les Français, les gens qu'ils détestent dans l'histoire de France, ou en tout cas qu'ils n'aiment pas beaucoup, eh ben ça va être des gens comme par exemple Louis XV. Louis XV qui, quand le feu est au château, qui se soucie des écuries. C'est avec la Pompadour, c'est le renversement des alliances après la guerre de 7 ans. C'est que les Français, c'est là que les Français diront on a travaillé pour le roi de Prusse. Ils ont le sentiment que Louis XV se fiche éperdument du peuple français. Et c'est là que naît le divorce entre les Français et leurs dirigeants. Et on va avoir cette figure du mauvais roi, vous l'aurez tout au long de notre histoire. Pour revenir non pas à la monarchie mais à la République, est-ce que vous seriez pour la conservation donc de cette Ve République ou vous seriez pour tout changer? Déjà, elle a été... Excusez-moi de la vulgarité du propos, mais elle a été particulièrement amochée, la Ve République. Parce que depuis lors... Macron ? Depuis Sarkozy, Hollande, Macron, même Chirac. Chirac, pendant les 12 ans, il a fait quand même 8 réformes constitutionnelles. Donc, moi, je serais plutôt favorable à revenir à la vieille version d'origine. Mais dans mon programme, j'ai fait toute une série de propositions avec des contre-pouvoirs, parce que les Français, ils ont besoin de contre-pouvoirs. Donc, quel changement institutionnel engageriez-vous ? Fondamentalement, déjà, le RIC. Qui est très... Moi, j'ai pas attendu les gilets jaunes d'initiative citoyenne. J'ai pas attendu le mouvement des gilets jaunes pour le proposer, puisque je l'ai déjà proposé, c'était il y a 5 ans. Il faut absolument que les Français puissent avoir un moyen de contrer le chef d'État lorsqu'ils constatent que leur chef d'État ne fait pas ce que faisait Saint-Louis, ce que faisait Henri IV ou ce que faisait De Gaulle, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour les défendre. C'est-à-dire quand le chef de l'État, en l'occurrence Emmanuel Macron, a dit j'ai envie de les emmerder. Hein, voilà. Ça, c'est Louis XV, si vous voulez. C'est quelque chose. Il n'y a pas que ça. Les Français, ils ont le sentiment quoi? Ils ont le sentiment que M. Macron, mais c'était à peu près pareil Hollande et Sarkozy, ils ont le sentiment que ces chefs d'État ne défendent pas les intérêts des Français. Qu'ils défendent l'intérêt de Big Pharma, qu'ils défendent l'intérêt de Pfizer, qu'ils défendent l'intérêt des grandes banques, qu'ils défendent l'intérêt des États-Unis, qu'ils défendent... Mais tout sauf les Français. Ils ont même pire, ils ont le sentiment
que nous sommes dirigés par des chefs d'État qui s'en mettent plein les poches et leur entourage aussi. Je rappelais tout à l'heure ce que disait De Gaulle. Hein. C'est pas ce qu'il disait. Donc là, quand il a dit ça, ça vous a choqué, vous appeliez, vous êtes... C'est un scandale absolu. Vous étiez pour la destitution, si ça avait été possible? Ben bien, mais moi, j'ai été, ça fait depuis 3 ans que je dis que les députés français qui en ont le pouvoir auraient dû lancer une procédure de destitution de Macron par l'article 68. Je ne suis pas, je suis pas bête. Je sais bien que cette procédure... Elle aurait aucune chance d'aboutir. Oui, mais alors, lorsque la gauche dépose des amendements, les amendements ne sont jamais votés. C'est pour ralentir. Et c'est aussi pour faire passer des messages, pour ralentir, pour faire réfléchir. Si les députés, depuis 3 ans, au moment de l'affaire des Gilets jaunes, avaient lancé la procédure de destitution, probablement que ça n'aurait pas débouché. Mais peut-être que ça aurait calmé certains dérapages de M. Macron, qui en fait s'est senti dans tout ce quinquennat totalement libre. Et c'est ça qui ne va pas. Je pense qu'il faut absolument permettre aux Français d'avoir le moyen de se dire, s'ils ont voté pour quelqu'un et qu'ils s'aperçoivent que finalement c'est pas la bonne personne, d'avoir un moyen de le contrecarrer. Par exemple, avec la destitution, qu'il faudrait simplifier, parce qu'actuellement le système est impraticable, mais aussi avec, par exemple, une disjonction des élections législatives et des élections présidentielles. Avant, c'était comme ça. Il y avait le septennat et les élections législatives tous les 5 ans. Moi, dans mon projet, je propose de revenir au septennat, parce que 5 ans, pour fixer la stratégie de l'État, c'est trop court. D'ailleurs, on a donné 8 ans au président de la BCE, au motif qu'il avait besoin de voir loin. Donc vous êtes pour revenir à 7 ans. Au septennat. En revanche, les législatives, de les raccourcir à 4 ans. Et 7 ans renouvelables? Oui, pourquoi pas. Mais, et les 4 ans... pour avoir comment dirais-je, l'alignement. Non, justement. C'est-à-dire que les législatives qui étaient tous les 5 ans, on a raccourcirait. Ça veut dire que pendant un septennat, vous auriez parfois même 2, les élections législatives, qui permettraient... Regardez, c'est ce qui s'est passé. Aux États-Unis, les midterm elections. Exactement. Mais ce qui se passait en France, regardez, Mitterrand a été élu en 81. En 86, il y a eu les législatives. Là, les Français ont montré leur mécontentement. Ça a été la première période de cohabitation. Donc voilà, il y a ça. Il y a le RIC, c'est-à-dire un référendum qui permette aux Français de s'emparer des sujets qui leur tiennent à cœur. Par exemple, typiquement, l'affaire du pass sanitaire et du pass vaccinal. Typiquement, c'est un sujet où la France est en train de est devenue une anomalie quasiment mondiale sur cette question. La plupart des États ont laissé tomber. Ce sont des décisions qui, du point de vue sanitaire et scientifique, sont quand même extrêmement contestables et contestées d'ailleurs. Là, on touche aux libertés publiques. Ça n'est pas normal qu'un homme seul, M. Macron, ait pu décider des libertés. Vous seriez pour l'abolition du pass vaccinal, là, si vous étiez... Ah oui, mais ça, bien sûr. D'ailleurs, c'est ce qui se passe partout. Enfin, regarde la Suède, la Norvège, l'Espagne, la Russie, enfin dans le monde. D'ailleurs, dans la majorité des pays du monde, il n'y a pas eu de passe sanitaire et de passe vaccinal. Lors des dernières élections, enfin la dernière élection présidentielle, vous avez fait 0,92%, hein, si je ne me trompe. Oui, j'aime bien quand les gens mettent toujours 0, écoutez, on essaie d'être précis, mais en tout cas à peu près 1% des voix. Bon, même si vous n'aimez pas ce terme de souverainiste, moi j'aimerais quand même vous demander, en effet, le mouvement des souverainistes en France est quand même de plus en plus important. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une alliance de tous ces camps, que ça aille de Michel Onfray à Éric Zemmour, en passant donc par vous, Florian Philippot? Le meilleur moyen de faire avancer vos idées, est-ce que ce ne serait pas au moins d'unir ces petits, j'ai envie de dire, îlots qui, rassemblés, pourraient constituer une force politique majeure. Oui, je suis assez d'accord avec vous, mais je suis le premier à le regretter, mais c'est ainsi. Voilà. Moi, le 31 janvier 2020, j'avais fait une réunion, une grande réunion publique à Paris pour réunir tous ceux qui se félicitaient du Brexit. Lequel, le Brexit, d'ailleurs, soit dit en passant, s'est passé beaucoup mieux que prévu. Voilà. Et même avec des résultats qui donnent à réfléchir pour la France, notamment l'augmentation du salaire minimum, qui était 15% plus bas au Royaume-Uni qu'en France en 2015. Maintenant, il va être 10% plus élevé. Hein, tout simplement parce qu'en sortant le Royaume-Uni de l'Union européenne, il n'y a plus la directive des travailleurs détachés. Donc tous les Polonais, Bulgares, Roumains, etc., qui allaient au Royaume-Uni pour travailler et qui faisait baisser le niveau des salaires,
eh bien maintenant, il n'existe plus. Donc ça veut dire que les ouvriers, les salariés britanniques, ils ont maintenant, c'est eux, dans le rapport de force, c'est eux qui sont gagnants par rapport au patron, pour dire les choses clairement. Donc maintenant, j'ai vu des médias qui disent qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et pénurie de main-d'œuvre, non, il y a surtout une augmentation des salaires. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé. C'est que depuis 20 ou 30 ans, au Royaume-Uni comme en France, il y a eu une diminution du niveau de vie. La répartition de la plus-value est allée beaucoup trop au capital et moins au travail. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, j'ai fait donc cette réunion le 31 janvier 2020. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait M. Dupont-Aignan, il y avait M. Philippot, il y avait M. Kuzmanovic, il y avait M. Jean-Frédéric Poisson, il y avait M. Casanova du PS, il y avait, comment dirais-je, il y avait même un représentant du comte de Paris, il y avait Jacques Cheminade, enfin, etc., etc. Bon. Personne n'a réussi à faire autant, hein, à faire mieux que cette réunion. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, tout le monde s'est égayé, voilà. C'est pas Asselineau, hein. M. Philippot a dit qu'il était candidat à la présidentielle, M. Dupont-Aignan aussi, M. Jean-Frédéric Poisson aussi, M. Kuzmanovic aussi, et ils ne se sont pas plus réunis les uns avec les autres. Bon. C'est un petit peu le reflet de ce qui se passe au niveau de la gauche. Bon, maintenant, c'est maintenant, c'est le système des parrainages qui, finalement, est en train de trancher. Hein. Voilà, c'est ce système-là. Plus généralement, ce que je voudrais dire, c'est que... Moi, ce que j'aimerais, j'aimerais savoir ce qui vous différencie, pour les gens qui ne connaissent pas en détail votre programme, et on va encore une fois en continuer à en parler. Qu'est-ce qui vous différencie précisément d'un Philippot, d'un Zemmour, d'une Marine Le Pen? Quelqu'un qui ne saurait pas pour qui voter, qui serait tenté d'adhérer à vos idées. Dites-moi ce qui différencie le produit Asselineau du produit Le Pen ou Zemmour, par exemple. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Je dis ça ironiquement, bien sûr. Le premier. Oui, vous savez que je crois que des études américaines ont été faites sur le sujet. Il paraît que les programmes, il n'y a que 7% des électeurs qui se décident sur un programme. Les électeurs, ils se décident parfois comme ça. D'abord par atavisme familial. Il y a des gens, ils ont toujours été de droite, donc toujours de gauche. Il y a beaucoup d'irréflexion aussi. Il y a aussi et surtout, et malheureusement, le passage dans les grands médias. Et ça, c'est terrible. Ça a été tout à fait théorisé, prouvé. Plus vous voyez quelqu'un dans les médias, plus il fait de voix. D'ailleurs, les sondages, regardez les sondages par rapport au pourcentage de temps de parole qui est donné aux uns et aux autres, vous verrez que c'est pratiquement corrélé. Donc vous avez... Alors comment vous l'expliquez que vous n'êtes pas plus invité que ça? Alors ça, c'est à moi, c'est à vous de m'expliquer. Mais moi, par exemple, je vais vous expliquer que j'ai eu 0,93% des suffrages en 2017, j'ai eu 0,8% du temps de parole. M. Macron a eu 24% du temps de parole, il avait fait 23%. D'une certaine façon, j'ai mieux rentabilisé mon maigre temps de parole. Et encore ne s'agit-il que du temps de parole, parce qu'il y a aussi le temps d'antenne. Il y a aussi les gens qui parlent ou qui ne parlent pas. Moi, je fais l'objet d'une procédure d'invisibilisation. Voilà, c'est ça le truc. Là, ce que j'invite les Français à se poser comme question... Et vous êtes plein auprès du CSA? Oui, j'ai été reçu auprès du CSA. Tous les contre-pouvoirs en France ont explosé. Le CSA... du coup, on a fait un référé liberté auprès du Conseil d'État. Le CSA a eu le front de trouver que c'était à peu près normal qu'au cours des 4 derniers mois de 2021, j'ai eu 0,0022% du temps de parole, alors que j'avais fait 1,2% de temps aux élections européennes, quand d'autres candidats, comme M. Macron, M. Zemmour, etc., eux ont eu des temps de parole qui se chiffrent en 20%, 13%. Donc les gens ne peuvent pas voter pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Mais je voudrais vous dire quelque chose qui me paraît important, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Vous me dites qu'est-ce qui vous sépare des uns et des autres. Déjà, j'ai envie de dire qu'est-ce qui vous pousse à vous présenter encore une fois, alors que raisonnablement, sans vous manquer de respect, vous n'avez que peu de probabilité d'atteindre le second tour, par exemple. Donc, est-ce que ce serait pas préférable de faire passer vos idées avant et de soutenir quelqu'un qui s'en approche? Mais je fais passer mes idées avant. Est-ce que vous n'apportez pas plus de division qu'autre chose en maintenant votre candidature? Même si vous représentez, vous le disiez, 1%, ce qui n'est pas négligeable. Écoutez, je n'ai jamais voulu, on a parlé de ma trajectoire personnelle. Moi, quand j'ai fait l'ENA, je voulais être diplomate. J'ai créé l'UPR, pourquoi? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux soutenir quelqu'un qui n'est peut-être pas de l'UPR, mais qui se rapproche des idées de l'UPR? C'est pas de l'UPR dont il s'agit. C'est que
j'ai mis à jour ce que je pense être fondamental, c'est le combat de notre génération, c'est le combat de la souveraineté de l'indépendance nationale. C'est d'ailleurs inscrit dans la Constitution. L'article 5, le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Bon. L'indépendance nationale, vous aurez beau me faire toutes les arguties que vous voudrez, tant que les Français seront assujettis aux traités européens, que toutes les politiques, dans tous les domaines, on en a parlé, migratoires, industriels, délocalisation, salaires, etc., on n'a pas parlé des questions diplomatiques et militaires, tant que ça sera décidé depuis Bruxelles, Francfort, Luxembourg et Washington, nous n'avons plus notre souveraineté et notre indépendance nationale. C'est ce thème principal que va se jouer l'élection présidentielle. Pas forcément. Hélas. Parce que. Vous pensez que ça va être sur quel thème? Peut-être sur les questions migratoires. J'ai eu un débat avec monsieur Zemmour, où il était d'ailleurs à la fois l'ordonnateur et le comptable, si j'ose dire, puisque c'était à la fois lui qui m'interrogeait, qui me portait la contradiction, et puis qui a coupé l'émission à la fin quand il a jugé qu'il avait marqué un point. D'ailleurs, sur des sujets tout à fait contestables, puisqu'il m'expliquait que la politique qu'en Pologne et en Hongrie, ils avaient aucun immigré, c'est totalement faux. Mais comme c'était lui, l'émission s'est terminée, j'ai pas pu répondre. Monsieur Zemmour, avec qui j'ai débattu, c'est la vérité, il l'a déjà dit 50 fois, il dit que ce qu'il faut faire passer avant, c'est la question de l'identité. L'identité de la France. Voilà, l'identité avant la souveraineté. C'est quoi d'ailleurs être français, selon vous? Mais comment peut-on dire que l'on va faire prévaloir l'identité avant la souveraineté? Si vous n'avez pas la souveraineté, c'est que c'est pas vous qui décidez. Vous comprenez? Monsieur Zemmour, il chauffe à blanc une partie de la population sur les questions migratoires. Mais il veut rester dans l'Union européenne. Les articles 67, 77, 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il y a un article qui dit que la politique migratoire de l'Union européenne doit veiller à l'absence de contrôle entre les États. Il veut rester là-dedans. Mais monsieur, il n'y a pas que lui, Madame Le Pen, monsieur Mélenchon, ils veulent tous mettre fin aux délocalisations, redonner du pouvoir d'achat, arrêter d'être dans la roue des Américains, etc. Mais les traités européens sont là pour empêcher d'avoir ça. Et moi, la façon que j'ai de comprendre ce qui se passe, c'est que, en fait, M. Zemmour se contenterait assez volontiers de ce que faisaient les Britanniques dans les Indes après la bataille de 1807, la bataille de Panipat, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans le plateau du Décan. Les Britanniques triomphent de l'Empire moghol, mais ils maintiennent le grand Moghol au pouvoir jusqu'en 1857, jusqu'après la révolte des Sipahs. Et donc là, il y a des maharajas, des principautés, et les Britanniques, le maharaja de Gwalior, le maharaja bref, ils vont les maintenir avec, je crois que c'est le maharaja de Gwalior, il me semble. Il avait la possibilité de sortir de son palais une fois par an avec sa garde enturbanée sur ses chevaux. Mais pour le reste, c'est les Anglais qui décidaient de tout. Ben, c'est un peu ça, si vous voulez. C'est-à-dire que l'identité, c'est... Voilà, j'ai vu par exemple des gens qui ont protesté vigoureusement lorsque Macron a mis le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe sans le drapeau français. Qui n'est pas resté longtemps. Qui n'est pas resté longtemps. Je suis personnellement tout à fait d'accord. D'abord, moi, je suis contre le drapeau européen, soit dit en passant, au passage, qui d'ailleurs est un drapeau marial, qui est le drapeau de la Sainte Vierge. C'est le drapeau qui a été pris en 1955 au Conseil de l'Europe. Il y a toute une histoire là-dessus. Donc, pour une république laïque se réfugier derrière ce drapeau, c'est quand même fortement contestable. Mais bref. Mais c'est pas seulement une histoire de drapeau. C'est pas seulement une histoire de drapeau. Lorsque M. Zemmour, Mme Le Pen disent il faut nous imposerons le drapeau bleu-blanc-rouge à côté du drapeau bleu aux étoiles d'or, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils acceptent le principe que nous soyons dirigés par une oligarchie à Bruxelles qui va maintenir les traités européens. Voilà. Si vous voulez, ce qui me paraît fondamental, c'est que les Français comprennent la différence. La différence qu'il y a entre quelqu'un qui veut
rendre aux Français leur souveraineté, leur indépendance, et ceux qui disent non, 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 on ne peut rien, on va essayer d'eux. Alors après ça, vous avez toutes les propositions les plus fantaisistes. Monsieur Mélenchon nous explique qu'il va désobéir au traité. Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, Madame Pécresse, etc. Ils ont dit qu'ils allaient faire comme les Polonais, c'est-à-dire qu'ils allaient faire prévaloir la Constitution française sur les traités européens. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on ne parle plus du tout de la décision du tribunal de Varsovie. Et je serais surtout remarqué à ces candidats qu'ils ne connaissent pas la Constitution française, qu'ils lisent donc les articles 88 et suivants de la Constitution française, qui précisent que la France, ça a été introduit sur Sarkozy, respecte les traités de l'Union européenne et respecte la jurisprudence de la Cour de justice. J'aimerais, que vous affiniez votre position sur l'immigration, parce que sur le fond, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris et saisi. Vous êtes favorable à une immigration zéro, comme le propose Éric Zemmour, ou pas ? Écoutez, ce que propose M. Zemmour n'est pas possible. Non, mais ça, entre ce qui est possible et pas possible, quel est votre souhait Non, mais attendez, mon souhait, comme disait De Gaulle, là, ce qui est important, c'est la politique, c'est partir des réalités. Vous avez chaque année à peu près 40 000 mariages mixtes. Si vous avez un Français qui se marie avec une Sénégalaise ou une Française qui se marie avec un Russe, vous n'allez pas empêcher ces gens de se marier, vous n'allez pas empêcher leurs conjoints de les rejoindre. Il y a 40 000 personnes. Vous avez par ailleurs aussi les étudiants qui viennent. Donc quand vous regardez d'un peu près la question de l'immigration, ceux qui vous disent immigration zéro mentent. Mais quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre, 1, l'immigration clandestine, 2, l'immigration de travail. Pourquoi je dis ça ? Parce que donc là, vous rejoignez Valérie Pécresse, qui là-dessus a contesté Éric Zemmour en disant que l'immigration zéro, c'était absolument oui, mais là, pas possible. Sur ce coup-là, elle a raison. Mais Madame Pécresse, elle reste dans les traités européens. Donc elle ne pourra en aucun cas remettre en cause les articles que je citais tout à l'heure. Elle fait que les gens qui vont voter Pécresse ils auront la même politique que Macron. Donc, celui qui avait dit la vérité... C'est Macron bis pour vous, Valérie Pécresse. Ah oui, Madame Pécresse, j'ai toujours dit, c'est Macron avec un brushing. Voilà, c'est tout. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, les gens le voient bien. Elle a les plus grandes difficultés à se distinguer. Et quand elle se distingue, elle fait quoi ? Elle fait moi, je déteste ça. Elle fait ce qu'on appelle le buzz quand elle dit « je vais aller sortir le Karcher de la cave ». Donc, du coup, l'entreprise Karcher a porté plainte, ou alors qu'elle a dit oui, moi les clandestins, c'est un charter. Mais ça, personnellement, c'est vraiment la politique. C'est une erreur politique pour vous, ça ? Mais oui, parce que je n'aime pas. Depuis que je suis petit, il y a quelque chose ça, c'est dans ma tête. J'ai toujours eu horreur quand j'étais petit que l'on se moque de moi, que l'on me prenne, que l'on me fasse des promesses. Et on se moquait de vous quand vous étiez petit ? Oui, ça pouvait arriver qu'on me fasse des promesses qui n'étaient pas tenues. Je préfère qu'on me dise je ne peux pas le faire plutôt que de me faire croire quelque chose et ensuite de découvrir qu'on a bénéficié de quoi ? De ma gentillesse, de ma naïveté. En ce moment, nous avons des dirigeants politiques qui qui profitent d'une façon cynique du fait que le peuple français ne connaît pas les traités. Ce sont des choses compliquées. Il ne connaît pas le fonctionnement de l'euro. Lorsque je vois monsieur Zemmour, par exemple, qui dit... Il a des propos systématiquement ambigus, des phrases amphibologiques, comme on dit, c'est-à-dire qui disent une chose et son contraire. Par exemple, M. Zemmour, il dit l'euro, il n'aurait jamais fallu le faire. Mais maintenant, il est trop tard. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ratisse large. Ça veut dire que les gens qui sont contre l'euro se disent « Ah, bah, M. Zemmour, il a dit qu'il fallait jamais le faire, donc je vote pour lui. » Et ceux qui sont pour l'euro, ils disent « Ah oui, mais il a dit qu'il était trop tard pour en sortir, donc je vote pour lui. » Au bout du compte, il y en a qui vont se faire avoir. Ben, ce sont ceux qui pensent qu'il veut sortir de l'euro. En fait, M. Zemmour, mais Macron, Mélenchon, ils font tous pareil. Ils font tous des phrases qui font croire quelque chose, mais qui en fait ne le disent pas. Il y a des gens, je me suis opposé au Front National pendant des années sur le fait que, en 2017, il y avait des gens qui me disaient mordicus, même vos collègues, vos confrères, quand j'étais invité dans les médias, qui me disaient « Ah, vous voulez sortir de l'Union européenne, vous êtes comme Madame Le Pen ». Je dis « Mais non ! Reprenez des professions de foi de monsieur... » on le trouve sur Internet. Reprenez les professions de foi pour les élections européennes ou les présidentielles de monsieur Le Pen ou de Madame Le Pen depuis 25 ans. Reprenez-les. Vous verrez qu'il n'est jamais question de sortir de l'Union européenne. Jamais. Jamais.
Elle avait vaguement évoqué... La sortie de l'euro, en revanche. On l'avait un peu évoqué. Peut-être un référendum. Elle était revenue dessus. Peut-être un référendum. Mais si vous voulez, c'est pas raisonnable parce que... Moi, pourquoi je fais ça? Vous avez dit que, effectivement, la probabilité que je sois élu président de la République... C'est vrai que tout le monde vous reconnaît, en tout cas, la meilleure compétence des traités européens. Non, mais ça, c'est clair. Pourquoi je fais ce que je fais? Normalement, j'aurais pu, avec les diplômes que j'avais... Ah oui, pantoufler, gagner. J'ai quelqu'un que je cite souvent, qui est Frédéric Oudéa, qui est du même corps que moi, qui a le même âge que moi, qui est à la Société Générale. Je l'avais lu il y a 2-3 ans dans le magazine Challenge, qu'il gagnait quelque chose, je crois, comme 280 000 € par mois. Ce qui, d'ailleurs, ce sont au passage des rémunérations que je considère tout à fait abusives. Bon. Mais... c'est un autre problème. Moi, je gagne... c'est ridicule ce que je gagne par rapport à... J'aurais pu faire ça... Vous gagnez combien? C'est pas indiscret aujourd'hui. Je gagne... ça fait dans les 4 000 € après paiement de l'impôt. Et encore, pendant la période de la présidentielle, comme je n'ai pas de mandat électif, je ne peux pas être rémunéré par mon parti. Donc rien. Donc c'est au moment des européennes... Mais où trouvez-vous le financement? Parce que... Avec uniquement des dons. Des dons et des personnes physiques. On n'a pas des... C'est assez d'ailleurs impressionnant, je le souligne, il faut le dire pour les gens qui nous regardent, vous avez quand même un soutien qui est absolument colossal des militants. C'est vrai, je les remercie beaucoup. Parce que c'est vrai. Et si vous voulez, je ne veux pas faire pleurer sur mon sort, mais je voudrais attirer l'attention sur quelque chose que je crois important, c'est que les Français et les Françaises, au moment où ils élisent leur président de la République, ils devraient se poser comme question, au-delà des programmes, au-delà de tout ça, pourquoi ce monsieur fait-il ce qu'il fait? Pourquoi cette dame fait-elle ce qu'elle fait? Voilà. Moi, je crois que tous les gens qui me connaissent voient bien que si j'avais voulu, vous savez, j'ai été nommé par Sarkozy délégué général à l'intelligence économique, j'ai fréquenté les dirigeants de l'UMP, etc. Si j'avais été mainstream, rien n'était plus facile, hein. J'aurais pu dire comme tout le monde, oui, il y a des difficultés sur la construction européenne, mais l'Europe, c'est la paix, donc ce qu'il va falloir, c'est tout simplement avoir une autre Europe, plus démocratique. Nous veillerons, lors des prochaines élections, à se rapprocher de l'Europe, qui est un peu éloignée des peuples. Je pouvais faire ça, hein. J'aurais été ministre, j'aurais eu des voitures avec chauffeur, etc. Mais je n'aurais pas accompli ce que je pense devoir faire, c'est-à-dire la vérité. Les Français, ils ont besoin de la vérité. La vérité, c'est qu'ils sont dirigés par des dirigeants qui n'ont plus les manettes et qui font semblant de les avoir. Eh bien, moi, je n'ai pas envie de mentir à mes compatriotes en ayant « je ne brigue pas un poste pour ne pas avoir les manettes ». Je leur dis, et il y a une certaine forme, me semble-t-il, on peut me reconnaître au minimum, vous l'avez dit, même mes pires adversaires reconnaissent que je dis toujours la même chose depuis 15 ans, que mes analyses ont toujours été confirmées, toujours, je prends des analyses sur des sujets importants, mais même parfois sur des détails. Mes analyses ont toujours été confirmées. D'ailleurs, la montée en puissance du sentiment hostile à l'Union européenne se développe un peu partout. Je regardais, c'était ce matin, ou non, c'était il y a quelques jours, pardon, j'ai regardé le compte Twitter de Madame von der Leyen. J'ai été sidéré. Elle devrait avoir un community manager, comme on dit. Parce que 90% des postes qui parviennent d'ailleurs de toute l'Europe, hein. C'est écrit parfois en portugais, c'est écrit parfois en polonais, en français, en anglais, en allemand, etc. Vous pouvez les faire traduire avec... mais c'est incroyable. L'idée européenne, elle est morte, en fait. Elle est morte et enterrée. Hein. Les gens ont bien compris que désormais, c'est un système de type quasi mafieux. L'affaire Pfizer, les commandes faites par la Commission européenne à Pfizer dans une opacité totale. On ne peut même pas savoir ce qu'il y avait dans les contrats. Madame, c'était un contrat de gré à gré pour acheter 4 millions de doses. Enfin, c'est n'importe quoi. Et tout ceci donne à penser, ça rappelle la fin de l'Union soviétique. Oui, les députés, je crois, européens n'avaient le droit que de les lire, voilà, stabilo-bossé. Bon, donc, voilà. Moi, je fais de la politique pour dire aux Français la vérité. Et pourquoi moi, mon objectif, c'est quoi? Il y a quand même de l'abnégation, je crois, dans ce que je fais, et pas seulement moi. C'est tous les militants qui sont allés chercher les parrainages, etc., dans des conditions d'adversité extrême, puisque on ne me médiatise pas. Et pourquoi on ne me médiatise pas? C'est parce que je pense que l'on me craint.
Parce que moi, je ne crains personne. Sauf Dieu, comme le dit. C'est-à-dire que je fais ce que je fais parce que je pense que ça doit être fait, et je le fais parce que je pense à des gens que j'ai aimés étant petit, des parents, des grands-parents, des gens qui... Il y a quand même des sujets, on a l'impression que vous avez du mal à aborder. Par exemple, islam et république. Est-ce que c'est compatible selon vous? Alors, vous parliez tout à l'heure de stigmatisation de certaines populations par Éric Zemmour, selon vous. Oui, parce que j'ai horreur de ça. C'est de cela dont il s'agit. Le bouc émissaire, j'ai horreur de ça. Non, là, ce que je pense, c'est que je l'ai même dit. D'ailleurs, j'ai présenté ça dans mon programme. Aucun média ne l'a dit. Je crois pourtant être le seul à l'avoir dit. Je pense. J'essaie de trouver des solutions à un problème. L'islam est une religion particulière, différente du christianisme, différente du judaïsme, enfin toutes les religions ont leur spécificité. L'islam est une religion qui a produit de la beauté architecturale, qui a produit également du dévouement. Il y a de la beauté dans le terme d'islam, mais il y a aussi, effectivement, quand on reprend le Coran, il y a des passages qui sont des appels au djihad, par exemple. Remarquez bien d'ailleurs que quand vous lisez la Bible, du moins l'Ancien Testament, si vous lisez le Lévitique ou le Deutéronome, ce sont des appels à lapider la femme adultère, etc., etc. Et il n'y a que dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles et dans les Actes des Apôtres, que vous n'avez pas. Il n'y a rien à reprocher, si j'en peux dire, dans le Nouveau Testament, au regard du monde d'aujourd'hui, au regard de nos valeurs. Moi, ce que je pense, c'est que il doit y avoir... La France, elle doit assumer deux héritages fondamentaux. Le premier héritage, c'est l'héritage d'un pays qui a été formé par une dynastie, enfin par une série de dynasties, mais disons depuis Clovis, ça fait 1500 ans d'âge, depuis le baptême de Claovègue, qui était un chef franc et qui se convertit au christianisme, et puis depuis l'accession du Capet à Noyon sur le trône de France en 987, donc ça fait 1000 ou 1500 ans d'âge, bâti par une série de monarques qui ont fait la France. Et ça, c'est fondamental. Notre pays résulte d'une volonté politique. Il n'y a pas... L'Angleterre, c'est un pays assez facilement cernable. L'Espagne, la péninsule ibérique aussi. Nous, la France, il n'y a pas de frontière évidente au nord et au nord-est. Il y a une volonté politique qui a été fondée sur une monarchie, elle-même fondée sur une religion, le christianisme, j'en parlais tout à l'heure, avec Louis IX et avec le symbole de Maria d'Ulysse. Et puis, il y a, depuis plus de 200 ans, la tradition de la laïcité républicaine. Et les Français, en fait, ont attaché aux deux. Et moi, j'ai proposé dans mon programme que, si nécessaire, on fasse une modification de la Constitution en disant que la France est une république laïque de tradition chrétienne. Et pourquoi de tradition chrétienne? Parce que je vois loin... C'est un peu le en même temps d'Emmanuel Macron, là. Oui, mais c'est ce que je dis est tout à fait... je vais l'expliciter. Laïque, ça veut dire que tout le monde a le droit d'avoir la religion et aussi de ne pas en avoir. Tout le monde a aussi le droit de changer de religion. Ce qui, en terre d'islam, n'est pas évident. Donc, les gens ont le droit d'avoir une religion, d'en changer, de ne pas en avoir, de revenir, etc. Et ça, c'est dans le... Répondez à ma question, s'il vous plaît. Oui, pour mais vous, attendez, je termine. L'islam et la République, c'est compatible ou Non, pas? je termine. Je dis, mais en revanche, de tradition chrétienne, ça veut dire qu'il y a des fondamentaux dans la société française qui ne peuvent pas être remis en cause. C'est par exemple la monogamie, l'égalité de l'homme et de la femme, le jour férié qui est le dimanche, l'absence d'interdits alimentaires sur le porc, le vin, l'alcool, etc. Ce sont des fondamentaux de notre identité nationale, mais ce n'est pas des fondamentaux républicains. Quand je vois que on dit, la gauche qui dit « oui, l'égalité homme-femme, c'est des valeurs républicaines », non. Vous avez des républiques islamiques de Mauritanie, républiques islamiques d'Iran. Non, 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 non. En fait, ce qui gêne les gens, parce que c'est un vrai sujet gênant, c'est qu'en fait, on touche du doigt le socle même de l'identité de la France, c'est-à-dire nos origines chrétiennes. C'est ça le truc. Et moi, comme j'aime bien expliciter les choses parce qu'on gagne toujours à expliquer un sujet, je dis que la France doit être une république laïque de tradition chrétienne. Ça veut dire que tout le monde a le droit, il n'y a pas de religion d'État, tout le monde a le droit d'avoir une religion, etc. Mais
on ne peut pas avoir dans l'espace public le port du hijab, on ne peut pas avoir des interdits sur la consommation d'alcool, on ne peut pas avoir comment dirais-je, par exemple, un sujet qui pourrait poser problème, c'est l'appel du muezzin depuis les mosquées. Disons les choses telles qu'elles sont. Moi, je pense qu'il y ait des mosquées en France, c'est normal, mais l'appel du muezzin, non. Et quand je dis ça, vous savez, il y a beaucoup de Français. Vous savez qu'à l'UPR, on a beaucoup de Français d'origine étrangère, notamment d'origine immigrée, et qui savent à quel point je connais leur civilisation et je la respecte. Mais je suis les premiers, et ils sont d'accord avec moi. Si vous allez en Arabie Saoudite, il n'y a pas d'église qui carillonne. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit d'avoir des églises. Il y a une religion d'État qui s'impose à toute l'Arabie Saoudite, ce qui est d'ailleurs contraire aux engagements de l'ONU de l'Arabie Saoudite. Donc, ce serait anormal. Je comprendrais d'ailleurs que des pays musulmans ne souhaitent pas avoir des femmes qui viennent en bikini ou en monokini sur les plages, viennent avec des mœurs et traditions occidentales, etc. Parce que je pense que ça serait de l'irrespect pour... Mais l'irrespect, c'est aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que les Français, ils sont en France, ils ont le droit d'avoir le mode de vie de leurs parents, de leurs grands-parents, avec évidemment... Voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose de fructueux. Et vous savez, il y a beaucoup de Français, y compris des Français d'origine immigrée, des Français musulmans qui sont d'accord avec ce que je dis. Ils n'ont pas envie d'avoir une république islamique, ils ont envie de pouvoir exercer leur culte dans la mosquée. Donc le grand remplacement, c'est tout à fait exagéré selon vous? Alors ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. C'est un problème concernant cette fois-ci la composition ethnique. Voilà. Parce qu'il faut faire la distinction entre ce qui relève de la religion et ce qui relève de la composition ethnique. Voilà. Alors ça, c'est encore autre chose. Les deux sont souvent associés, notamment par... C'est souvent associé. C'est exact. Et c'est là où je pense que, si vous voulez, ce que je reproche à M. Zemmour, c'est que, comment dire, moi je vois quelqu'un qui... Je vois qu'il jette de l'huile sur le feu. Et il apporte quoi comme solution? Il apporte quoi? C'est comme ça, c'est pas moi, c'est pas vous, maintenant il y a en France 3 ou 4 millions de personnes musulmanes. Bon. Qu'est-ce qu'il propose, M. Zemmour? Ou Mme Le Pen? Propose quoi? Je n'ai pas compris ce qu'il proposait. Est-ce qu'il propose d'interdire la diffusion du Coran en France? Je ne crois pas. Est-ce qu'il propose de fermer toutes les mosquées? Je ne crois pas. Est-ce qu'il propose de chasser les 3 à 4 millions de Français musulmans? Non. Alors il propose quoi? Parce que, si vous voulez jeter de l'huile sur le feu, c'est le contraire même de ce que doit faire un chef d'État. Un chef d'État doit être là pour rassembler les gens, et il le fera d'autant mieux qu'on le rassemblera autour du drapeau bleu-blanc-rouge, qui est justement le drapeau d'assimilation par l'excellence de ce qu'est la France, et non pas d'ailleurs derrière le drapeau de la Sainte Vierge. Je n'ai toujours pas compris d'ailleurs comment on pouvait... Le drapeau bleu aux étoiles d'or, il y avait des musulmans qui pouvaient trouver ça bien. Et des laïcs qui pouvaient trouver ça bien. Il faudra qu'un jour ils me l'expliquent. Mais ce que je dis, moi, c'est qu'il faut trouver un modus vivendi. Le modus vivendi, c'est celui que je propose, c'est-à-dire qu'il y ait une république laïque, mais avec des traditions, ce qui permettra au Conseil d'État, etc., s'il y a des attaques devant des tribunaux administratifs parce qu'il y a tel ou tel problème, de les régler à la satisfaction générale. C'est comme ça que je vois les choses. Et en disant cela, s'agissant de ce que vous appelez le grand remplacement, là aussi moi je n'appelle pas ça le grand remplacement, mais je dis que en matière migratoire, une majorité de Français sont inquiets, et donc un chef d'État, il doit être là pour tenir compte des réactions de la population. Et donc il faut, là aussi, non pas faire l'immigration zéro, parce que ça, se promettre ça c'est se condamner à ne pas pouvoir le faire et donc à décrédibiliser la parole de l'État, mais en revanche, réduire de façon massive l'immigration clandestine et l'immigration de travail, et ça passe forcément par la sortie de l'espace Schengen et forcément par la sortie des traités européens, ce que justement ni Mme Le Pen ni M. Zemmour ne proposent. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'irresponsabilité dans leurs propos. Moi, j'ai un propos de rassemblement, mais un propos de réflexion pour proposer à tout le monde une solution qui soit viable. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci, François Asselineau, d'avoir participé à ce nouveau numéro des Incorrectibles. Un grand merci à vous également de nous avoir suivis, de vous abonner, bien sûr, à cette chaîne. On se retrouve, quant à nous, dimanche prochain à 18 h. Et d'ici là, comme je le dis chaque semaine, restez incorrectibles.
take on the world.